Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, on est reparti à Rennes-le-Château. Ben oui, je vous avais dit dans l'émission avec Jean-Patrick Pourtal que cette saison des Sentiers du Réel allait se passer notamment à Rennes-le-Château, parce qu'il y aura encore d'autres rendez-vous dans cette région notamment, et surtout ces mystères qui l'entourent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai deux spécialistes comme d'habitude. Aujourd'hui, donc, Chris Darkis et Jacques Lefranc. Ils vont nous parler tous deux de leur réédition, de leur livre L'Arc de Roseline, le secret templier de Rennes-le-Château. Je vous le montre ici, et au mieux, je le mettrai de toute façon en jaquette à côté ici quelque part. Donc c'est un livre avec 3 gros chapitres qui va nous parler effectivement, ben vous l'avez compris, de l'affaire de Rennes-le-Château, du code de Pierre Plantard, ça je suis très content aussi qu'on va le citer un peu dans cette émission, et le code du tarot de Marseille, avec ici un C, on expliquera peut-être pourquoi certainement. En tout cas, voilà, trois gros chapitres qui donc illustrent, donc qui donc sont dans ce livre, repris dans ce livre. Alors c'est une réédition, c'est un livre qui était sorti en 2016, là vous l'avez ressorti cette année, et donc pour vous présenter un petit peu, Chris, donc toi tu es auteur de Claudia Procula, donc épouse de Ponce Pilate, j'ai mon petit copion, hein. On va y revenir aussi, tu vas un petit peu nous en parler, et toi Jacques, bien sûr, tu es auteur du Le Monde du Tarot, très important, on va y revenir également aussi, puisque tu as également fait une réédition cette année-ci, donc 2023, hein, pour la citer, donc de ce superbe bouquin qui est vraiment, vraiment intéressant, et dont tu vas reprendre d'ailleurs des, 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 des écrits dans ce livre ici, puisque tu as rencontré Chris. Alors justement, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce bouquin, originellement en 2016, on va dire ça comme ça? Euh, Jacques et moi, nous nous sommes rencontrés à travers mon compagnon qui travaillait avec Jacques et parce que il savait que nous avions un point en commun, c'est-à-dire la pratique et l'étude du tarot dit de Marseille. Et donc, on a commencé à se rencontrer, à échanger et Jacques, en prenant note de mon intérêt marqué pour les Templiers, il s'interrogeait sur la présence d'une croix pâtée, donc templière, sur la main du pape de l'arcane 5. Et non seulement il s'interrogeait sur un possible lien entre le tarot et les Templiers, mais de plus, il se demandait si ce n'était pas une indication de la date de conception de ce jeu, dont finalement on ne connaît pas l'origine. Parce qu'en fait, les premières versions commercialisées du tarot de Marseille ont été à partir de 1450 en Italie du Nord, mais ces cartes, elles étaient stylisées car elles figuraient les grandes familles des Visconti Sforza de Milan. Mais personne n'a vu à ce jour les cartes originelles. Donc, comme ça, en discutant, je lui dis, bah, c'est marrant que tu me parles de ça, puisque il n'y a pas longtemps, donc nous étions en 2005, j'ai entendu une émission fort intéressante de Jean-Claude Carton, qui s'appelait Toutes les étoiles en parlent, qui est un précurseur, et il évoquait un sanctuaire nommé Notre-Dame de Marseille avec un C, qui se nichait sur un domaine templier, abritant une Vierge noire. Et ce domaine se situe à une quinzaine de kilomètres de Rennes-le-Château, qui est un lieu connu pour son grand mystère et qui a servi de base au Da Vinci Code. Alors moi, je connaissais déjà un peu Rennes-le-Château, mais j'étais pas accro du sujet. Et Jacques, par contre, pas du tout. Donc ça l'a intrigué. Donc il a commencé à étudier la chose sur Internet, moi de mon côté. Et petit à petit, on a trouvé des éléments de l'iconographie des arcanes, des 22 arcanes du tarot, avec des éléments concrets sur le terrain. Mais l'élément déclencheur, ça a été l'arcane 16. Ouais, la première visite. En fait, voilà. Et pour nous, l'arcane figure l'église de Serres. Et Serres, c'est un petit village qui est situé en contrebas dans la vallée de Rennes-le-Château et qui, pour nous, était codé dans le domaine de la Bessonnière par la présence d'une serre en face de la tour Magdala. Cette église passait totalement inaperçue jusqu'à ce qu'en 2001, des travaux de rénovation ont mis en lumière, sous un pavillon, des fresques murales
une croix pâtée très singulière qui est située sur le mur extérieur nord et surtout une magnifique double croix au plafond, unique en son genre. Donc là, on avait dans le tarot, on avait le tarot et un lien avec les Templiers et aussi avec la région de Rennes-le-Château. Alors. Mais un détail qui nous a particulièrement intrigués, c'est le personnage ici qui tombe de la tour foudroyée et qui se jette intentionnellement vers un lieu situé à gauche. Et là, on s'est dit, mais bon, c'est bizarre. Tout détail a une signification. Qu'est-ce qui peut se trouver à gauche de cette tour? Et puis, on s'est regardés tous et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on n'irait pas vérifier sur place? Et donc, on est allé, on a pris la voiture, 2 jours après, direction l'église de Serres. Et à ce moment-là, cette église, elle était en pleine rénovation, il y avait plein d'échafaudages à l'intérieur, et toute la partie gauche était recouverte de chaises et le dallage de poussière. On ne voyait rien, si ce n'est une petite inscription. Et c'est Jean-Luc qui a eu l'idée à l'extérieur de prendre du gravier qui ressemble à du sable de chantier. Et il l'a disposé sur cette dalle, et là est apparu. Et on a balayé. Et là est apparu le mot communion. Comme ça qu'on a compris. Ouais. Mais alors, on a regardé ailleurs s'il y avait une dalle similaire. Non, c'était simplement sur le côté gauche. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. Et donc, on a été incité à continuer notre enquête. En plus, ça illustre bien la tour, puisque bon, ce sont quand même 2 personnages qui, très très souvent décriés comme étant des personnages qui tombent de la tour. Or, ce n'est pas ça du tout. Hein. Ce n'est pas la tour foudroyée comme on pourrait le croire. Mais donc là, il y a effectivement une communion. Ici, en tout cas, de recherche. Ce sont 2 personnes qui, comme vous deux aujourd'hui, nous présentent ce sujet. On pourrait presque dire que le pull de Jacques correspond à la couleur du personnage de gauche. Alors finalement, on a compris plus tard que communion, ça signifiait aussi l'implication des Templiers et des Hospitaliers dans la conception du jeu. Et donc, on a fait beaucoup d'enquêtes, on est allé sur le terrain, on a fait des repères topographiques, et puis là, ça a donné la première version de l'arc de Roseline en 2016. À ce moment-là, on pensait en avoir fini avec le sujet. Cependant, il y avait un arcane qui continuait qui nous donnait un sentiment d'inachevé, qui nous taraudait, c'est le cas de le dire. Et cet arcane, c'est celui-ci, l'arcane. Alors, le nombre 7, c'est le nombre sacré par excellence. Mais surtout, il figure un personnage sur un chariot qui arrive et on voit les roues qui sont immobilisées. Donc là, il y a la notion de mouvement et d'immobilisation. C'est bizarre, oui. Bizarre. L'arcane se nomme le chariot. Or, le nom initial de Rennes-le-Château, c'est Redae, la cité du chariot. Le chariot. Donc là, on s'est dit, tiens, un lien entre le tarot, Rennes-le-Château. Vraiment effectif. De plus, mais c'est pas fini, de plus, ce personnage, il a les attributs du pouvoir royal. Et il tient un attelage de 2 chevaux. Un cheval normal et un cheval avec l'œil crevé. Et si on en réfère à l'histoire, l'œil crevé, ça rappelle quoi? L'assassinat d'Agobert II, Asténée, en 679, qui est mort avec une lance dans l'œil. Donc là, on s'est dit, tiens, il y a le tarot, l'histoire et Rennes-le-Château ensemble sur cet arcane. Parce que le fils de Dagobert II, donc… Attends, alors, si tu veux, Dagobert II, c'est pas n'importe qui, c'est le dernier roi mérovingien officiel. Et il a épousé en seconde noces Gisèle de Redae. Voilà. Donc on s'est dit, bon, mais cerise sur le gâteau, il y a un autre élément, c'est que c'est un jeune homme, c'est pas une personne âgée. Donc c'est ce jeune homme qui arrive à Rennes-le-Château, et ça nous rappelle quoi? L'épisode historique qui a été raconté par Pierre Plantard et le prieuré de Sion, c'est-à-dire l'arrivée du fils de Dagobert II, Sigisbert IV, qui vient se réfugier à Redae avec sa mère. Et là, on s'est dit, mais alors là, on a l'histoire,
mais on a aussi un élément de la mystification de Pierre Plantard. Or, à l'époque, Pierre Plantard, c'était un mystificateur, tout ce qu'il disait, c'était simplement imaginaire. Donc, on l'a gardé dans notre tête, mais on n'a pas voulu aller plus loin à ce moment-là. C'est bien plus tard que j'apprends, dans une conversation anodine, quelqu'un me dit, tu sais, toi tu t'intéresses au tarot, mais Plantard aussi. Je dis, ah bon? Ben oui. Et donc là, je découvre que non seulement Pierre Plantard pratiquait le tarot, mais qu'il avait confectionné son propre jeu, mais surtout qu'il avait peint 22 arcanes sous forme de tableau, avec en arrière-plan des paysages de la région de Rennes-les-Bains. Et ceci, il le dit dans un document, à partir de 1956. Ça veut dire que dès le départ de la mystification, il a commencé à peindre ses arcanes. Donc, il était déjà au courant de quelque chose, puisque, Ça nous paraît évident. comme on le disait, comme je le disais en off, c'est là que j'ai quand même envie de souligner aussi quand même cette importance que vous, dans votre livre ici, Pierre Plantard, en tout cas pour toi, Chris, est quelqu'un de très important au niveau information, au niveau clé pour comprendre toute cette affaire enfin en tout cas une partie de cette affaire de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, on pourrait dire hein, aussi, puisque pour ma part, Rennes-le-Château n'est pas seul dans ce mystère. Ce n'est pas le point uniquement central, quoi. Et que Pierre Plantard, ce n'est loin, de loin, en tout cas pour toi, Chris, être juste un hurluberlu qui invente des histoires et qui, comme on le voit dans plusieurs documentaires, est toujours quelqu'un qui est un petit peu, voilà, farfelu, comme je le disais, et surtout qui est un peu, même limite, mythomane. Moi, je l'ai toujours ressenti comme étant quelqu'un de très, très, très initié. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler, là, puisqu'il a quand même grandi avec donc cette dame dont je n'ai pas le nom ici devant moi, c'est pas grave. Geneviève Eiffel. Voilà, merci beaucoup. Et donc avec qui il va être initié aussi à plusieurs savoirs, plusieurs connaissances. Et donc voilà, on est bien d'accord que Pierre Plantard n'est de loin vraiment pas du tout le Non. petit. Alors, non, je voulais simplement vas-y. pour terminer l'introduction, que c'est donc lorsque j'ai appris donc c'est Thérèse Plantard pour le tarot, il se trouve que j'ai des attaches familiales en Bretagne, donc j'en ai profité pour aller au manoir du Tertre à Paimpont. Justement, c'était là où habitait Geneviève Eiffel, qui était non seulement l'inspiratrice, mais le mentor de Pierre Plantard. C'était une célèbre médium de l'entre-deux-guerres. Et ensuite, après, je suis allée dans d'autres endroits qu'il a fréquentés et j'ai lu tous les documents qu'il a publiés ou fait publier. Et donc, j'avais quand même un certain dossier, mais je pensais vraiment pas en faire état, parce que Pierre Plantard, c'est un sujet à controverse, surtout à Rennes-le-Château. Dès qu'on parle de lui, bon, C'est assez c'est vrai. tabou, hein. On remarque que c'est assez tabou. On dirait qu'il y a personne Voilà. qui peut trop se mouiller à en parler, ou alors encore une fois pour le ridiculiser, pour dire justement que c'est une sorte de Alors, mythomane. c'est un mystificateur, mais c'est vrai, il l'a reconnu lui-même en 92 dans les documents nommés Le Cercle. Donc, c'est une mystification, mais c'est vrai que bon, c'était un sujet un petit peu, comme on dit, casse-gueule. Donc, j'ai pas voulu aller plus loin, je l'ai gardé dans ma tête. Et puis, par hasard, encore une fois, Jacques, un jour, il me dit, ah, tu sais, Plantard, il n'était pas si mytho que ça, parce qu'en fait, j'ai trouvé dans les documents sur les pommes bleues des éléments en lien avec l'arc de Roseline. Donc, finalement, on a continué à travailler sur le sujet et ça a donné cette réédition de 2023 avec l'ajout du code Plantard. Alors, pour moi, je considère, si tu veux, Pierre Plantard. D'abord, bonjour, pardon. Bonjour Jacques, bonjour. Mais si tu veux, je considère Pierre Plantard un petit peu comme un abbé Boudet. C'est-à-dire que Oui. abbé Boudet, il est passé pour un farfelu et il s'est fait discréditer, évidemment, en disant que l'anglais moderne est à la base de je ne sais plus quel langage ancien, Du celtique, ancien, voilà. Évidemment, c'est farfelu comme idée. Mais en l'affirmant de façon ferme et définitive, on va dire, dans un livre qui est codé, il est passé pour un farfelu, bien sûr. Et je pense que Pierre Plantard, en se faisant passer ou en disant qu'il est le rejeton ardent d'une lignée christique, hein, ni plus ni moins,
ou que non, pardon, là je fais un abus de langage, excuse-moi, d'une lignée royale. C'est pas la même. C'est pas lui qui l'a dit. Donc il faut faire la différence. Mais donc bah, c'est un mystificateur effectivement, mais est-ce qu'il n'a pas prêché le faux pour dire le vrai, un petit peu comme l'abbé Boudet? Et c'était une époque un peu surréaliste, hein, 56, peut-être pas 56, mais les années qui ont suivi, 68, le livre de, comment on appelle ça, le livre de De Sède, il est sorti dans ces années-là, hein, 67, je crois. Ça a Donc, alimenté, en tout cas. on est en plein surréalisme. Donc, c'est pas idiot de penser qu'il ait repris la façon de penser de Boudet pour dire quelque chose de totalement farfelu j'allais dire à son encontre, enfin, pour dire quelque chose de vrai. Et moi, je pense qu'il a pris modèle sur Boudet. Ben, la filiation entre Boudet et Plantard est tout à fait patente, puisque en fait c'est Pierre Plantard qui a mis en lumière l'abbé Boudet, dont personne ne parlait. En C'est plus, lui qui commence à en parler c'est vrai. dans l'Ordre de Rennes, hein, de 67, écrit par Gérard de Seine, mais sous son égide à lui, parce que c'est lui qui a fait les documents et la matière. Après, Gérard de Seine, avec son talent, qui était belge d'ailleurs, a commencé à... Non, c'est Cherisy, excuse-moi. Oui, c'est Chérizet, mais tu as raison, il a habité par contre à Liège, de Sède. Et donc, voilà, donc, et puis c'est aussi Pierre Plantard qui a donc mis en lumière la vraie langue celtique, l'ouvrage de Boudet, et il a écrit, d'ailleurs, il a réédité en 78, et il a écrit une préface qui est d'ailleurs très intéressante et dont j'ai retiré beaucoup d'éléments. Il n'y a pas de hasard. Moi, je dis que de toute façon, il y a pas de hasard. Vous le savez, il y a que des rendez-vous, comme on dit. Hein. Et ces rendez-vous, faut savoir les prendre au bon moment. Et de toute façon, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans plusieurs émissions où on fait des recherches, dès que vous êtes sur le bon, vous êtes l'ange de la bibliothèque est là, il vous guide. Et vous êtes de toute façon, on peut plus faire une marche arrière. On peut plus, on est obligé limite de continuer. Et c'est là aussi où je l'ai dit dans l'émission avec Jean-Patrick Courtal, c'est que c'est presque une mission terrestre, mais qui est de grande envergure et dans lequel il faut rester humble et de se dire qu'on n'aura peut-être jamais la finalité de tout ça, mais on aura apporté au moins, en tout cas, euh, une brique à son édifice quelque part. Donc, enfin, en tout cas, mais c'est super intéressant. Nous, en ce qui nous concerne, tout a été un jeu de synchro. Et Voilà. c'est pour ça, ça nous a incité à continuer parce que sinon, bon, bah, on pensait vraiment en avoir terminé avec le sujet. Hein, pour te dire, Jacques était parti à l'étranger et moi, je travaillais sur d'autres thématiques. Mais Pierre Plantard, bon, il y a aussi une chose, c'est que pendant un certain temps, ça nous a gêné. Pierre Plantard ne nous intéressait pas spécialement parce que bon, on le disait un peu escroc, Oui, mytho. puis on n'avait Et rien de puis, plus à dire. il y avait un côté aussi, bon, pendant la guerre, c'est vrai qu'il avait participé à une publication quand même d'extrême droite et bon, complot judo-maçonnique. Donc c'est vrai que ça ne nous donnait pas envie de continuer. Mais après, au-delà de ça, le personnage est très intéressant parce que s'il n'y avait pas eu Pierre Plantard et Laure de Rennes, Rennes Château serait resté un petit peu dans l'obscurité. Hein. Et puis il y a aussi quelque chose sur Pierre Plantard qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce soit dans les tableaux là, qu'il a peint par la réédition de la BLC, Pierre Plantard insiste bien. Pour lui, le secret s'articule autour de Rennes-les-Bains et non de Rennes-le-Château. Il le dit dans la seule interview qu'il a donnée, c'était par Henry Lincoln, il a dit bien, il n'y a pas de trésor matériel, il y a deux secrets. Un secret à Rennes-le-Château, il y a autre chose autour de Rennes-le-Château. Donc il insiste bien là-dessus. Et toi, Jacques, tu voulais rajouter quelque chose, je pense. Oh, je voulais le dire, j'ai plein de choses à dire, mais ça C'est passe au fur et à mesure. c'est ça la passion, c'est ça la passion, c'est on trépigne encore, j'adore, c'est génial. Après autant d'années, c'est génial d'avoir encore Ah cette oui, c'est-à-dire, flamme. bon, alors pour faire simple, allez, hop, allons-y. Disons que c'est une histoire. Alors moi, je note parce que moi, je bégaye systématiquement. Donc, c'est une, euh, c'est une énigme à la fois symbolique, topographique et historique. Donc, il y a trois dimensions dans ce truc-là. Et c'est vrai que pour moi, on a retrouvé quelque chose. Donc, dans le premier, j'allais dire dans la première mouture.
voilà, ça me sert à parler. Tu vois, les mains me servent à parler. Écrit en 97, c'est ça, hein? Non, celui-là, il a été publié en 2016. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, oui, la première mouture 97, de c'était l'Arc de celui-là, Rosine. Oui, mais on en reviendra tout à l'heure. je confondais avec ton livre, oui, d'accord. Et donc, donc cette histoire symbolique, topographique, historique, on l'a retrouvée donc dans cette première version de l'Arc de Rosine. Et ce que j'ai compris de Pierre Plantard ensuite, pour revenir au récit de Christina, c'est que ben, M. Plantard avait totalement intégré tout ce qu'il y a là-dedans. Puisque dans sa phrase avec les pommes bleues, bergère, pas de tentation, que Poussin Ténier garde la clé, etc., etc. Ouais, j'ai dit pomme bleue. En fait, il part de Rennes-le-Château, de l'église de Rennes-le-Château, et plus précisément du calvaire de la Bessonnière, qui est une grande croix posée à 10 mètres de son église. Et il va au point X dont on parle dans l'Arc de Roseline, il va au point Y dont on parle dans l'Arc de Roseline, et il arrive jusqu'à la cascade dont on parle de l'Arc de Roseline, qui se situe exactement au sud de, de deux cèdres, pas de deux cèdres, mais de deux cèdres. Les cèdres ont la particularité de faire des pommes de pin bleues. Alors, ce pas des pommes de pin, parce que c'est des pommes de cèdre, mais ça se présente comme une pomme de pin, et c'est bleuté, c'est très très bleuté. Et les pommes bleues, pour moi, c'est ça. Et à midi, pomme bleue, à midi, ben, tu regardes, midi, c'est le nord. Quand tu regardes sur un cadran de montre, midi, c'est devant toi, ou alors c'est le nord. Comme 3 heures c'est l'est, 9 heures c'est l'ouest, 10 heures c'est le sud, etc. À midi, pomme bleue, effectivement, au nord de la cascade, il y a deux pommes, il y a deux cèdres. Et ces cèdres ont la particularité d'être à 555 décamètres pile de la cascade, alors qu'on a trouvé une distance parallèle de 666 décamètres pour aller jusqu'à Serres. Et donc, il y a deux cèdres. Il y en a un qui a 555 décamètres et l'autre ils sont à 20 mètres, hein, les deux arbres. Et l'autre qui est exactement sur la même longitude, c'est-à-dire vraiment sur le même méridien. Donc c'est comme c'est une histoire de méridien avec des distances un petit peu remarquables, c'est quand même très significatif. Mais ces deux cèdres, moi, ça m'a été donné en regardant on appelle ça, en regardant un forum dont Chris s'occupait, dont Chris s'occupe toujours d'ailleurs. Non, Chris s'occupe de la Gazette La Caserne de Rennes-le-Château. de Rennes-le-Château, On en profite pour faire un petit coucou voilà, à Johan. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. qui à l'époque, pardon, qui à l'époque animait un forum qui n'existe plus maintenant, je pense, ce forum. Enfin, je sais pas s'il n'existe plus, le forum. Si. La Gazette, oui, bien sûr. Ça... Non, non, la Gazette existe, mais le forum en lui-même, je sais plus. Enfin, toujours est-il qu'il existait à une époque, et que moi, ça m'a bien aidé, parce que vous parlez de ces deux cèdres. C'est pas moi qui les ai inventés, c'est pas moi qui les ai trouvés. Et je tiens à rendre hommage aux gens qui ont trouvé ça, parce que je m'en suis bien servi. Qui c'est qui t'a emmené? Hein? C'est moi qui t'ai emmené au set. Et en plus, après, alors, donc, j'ai fait une expédition, et avec Jean-Luc et des amis à Jean-Luc et Christina, qui m'ont emmené tout en haut du Mont Cardou, et donc, qui est entre Rennes-les-Bains et Serres, pour ceux qui connaissent. Et c'est là où j'ai pu prendre la photo des deux cèdres qui sont dans le livre. Mais toi, Alexis, ce qui nous a vraiment surpris, vraiment, et le mot n'est pas assez fort, c'est que dans les documents qu'il a fait publier, on retrouve des éléments du codage de l'Arc de Roseville. C'est incroyable. Alors qu'on l'ignorait totalement. Hein, Ah ça, oui, ça... nous sommes honnêtes, hein, on ne l'avait pas. Déjà, l'implication des Templiers. Parce que Pierre Plantard, on le voit dès le départ. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il a contacté Gérard de Sède à la base. C'est son intérêt pour les Templiers. Il était passionné, il est allé à Gisors, voilà. Et en fait, il parle de l'implication des Templiers, et pas n'importe lesquels, du Roussillon. Et c'est exactement les Templiers dont on mentionne dans l'Arc de Roseville, qui ont pu, à un moment donné, cacher quelque chose. Lui, il parle de 1200, à partir de 1290. Et nous, c'est à peu près à l'époque où on situe la conception des premiers arcanes. Hein. C'est entre 1200 et 1288. Et donc, voilà. Donc, déjà, c'est cette implication-là. Et puis après, voilà, je le mets dans le chapitre, des tas d'éléments
ici et là. On s'est dit, mais c'est exactement des éléments du codage. Je parle de la dalle de Kumsourde, qui, elle, a réellement existé. Je parle également de la notion de méridien. Et surtout, alors là, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Dans la préface de la VLC, il articule cette préface autour du nombre 49. Or, 49, c'est exactement l'élément majeur du codage parce que tout s'articule autour de 49 décamètres. Alors là, j'ai dit, c'est pas possible. Oui. Je me suis dit, mais donc, s'il dépose de ces éléments-là, c'est qu'il était au courant, peut-être pas de tout, mais d'une partie du codage que nous avons nous-mêmes compris à travers le tarot. Voilà. Alors, 49 décamètres, ça fait partie. Parce que nous, on a découvert qu'il y avait deux codages en un seul. C'est-à-dire le codage des arcanes majeurs et le codage des arcanes mineurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, les arcanes majeurs, ça correspond aux atouts des cartes à jouer, hein, du tarot des cartes à jouer. Et les arcanes mineurs, c'est les points. C'est piqueur, carreau, trèfle. Bien sûr, ça ne se présente pas comme ça sur le tarot originel, puisqu'on parle d'arcane majeur et d'arcane mineur. Et les arcanes mineurs, c'est le bâton, l'épée, le denier, la coupe. Bien. Mais ça correspond, hein, je veux dire, c'est une carte pour une carte. Et il faut quand même dire un petit mot, si tu me permets, du tarot, euh, parce que tout part de là au départ, pour ce qui nous concerne. Parce que c'était avec le tarot est un, comment on appelle ça? C'est un vecteur, c'est un support. Mais ce support existe depuis longtemps et il a quelque chose d'universel. Et on a fait une expérience tout à l'heure avec toi, mais on peut la refaire maintenant. Oui, on peut la refaire, oui. Pour les auditeurs, on peut la refaire, oui. Avec un autre nombre, par contre. Ah mais si tu penses à un autre nombre qui te plaît, alors il faut que tu prennes un nombre qui te plaise, pardon, entre 1 et 24. Voilà. Allez, va pour 16. Je sais pas pourquoi. 1 pour 16. Eh ben, écoute, et pense à une image qui te plaît, à quelque chose qui te plaît. C'est un peu présomptueux, un trèfle à 4 feuilles. Voilà. Je crois que Le trèfle à quatre feuilles. Donc, je tu pourrais te le prends. dire, hein, oui. Oui, donc le trèfle à quatre feuilles, ça c'est mis à la chance. C'est venu vraiment comme ça, hein. J'ai pas cherché, hein, Donc, je suppose que, alors, le 16, bon, tout le monde voit bien que c'est des épreuves pour ceux qui ont fait le tarot, Ouais. mais c'est aussi la vérité dévoilée. Hmm. C'est... Et en même temps, il y a quelque chose de... Bon, bah, ça correspond au scorpion, pour moi, au signe du Je scorpion. suis ascendant Scorpion, donc voilà. Voilà. Et le scorpion, on peut dire que ce sont les rencontres intimes aussi. Bon. Oui, oui, oui. Et donc, bah, tu crois en ta chance à ce niveau-là. Et tu crois en ta chance et c'est qu'il y a quelque chose de... Alors, soit c'est dans le domaine de l'intimité, mais alors là, il n'y a que toi qui peux le dire. Soit ça va être dans le domaine de la vérité dévoilée et tu vas chercher à dévoiler quelque chose euh, de secret, de caché. Voilà. Donc, tu crois en ta chance en tout ça. Donc, là, il n'y a que toi parce que c'est toujours celui qui dit, je vais dire, qui imagine ou qui rêve de quelque chose, qui peut en donner la signification. Oui. Donc, j'attends de ta part une explication finale de tout ça. Oh mon Dieu. Euh, Oui, mais de toute façon, c'est sûr que j'ai envie un peu de sortir de mes frontières, de ma zone de confort ou d'inconfort, comme certains diraient. Et j'ai vraiment, c'est vrai, d'ailleurs, j'ai volonté, notamment sur cette chaîne, on pourra dire, si on parle des sentiers du réel, à offrir plus aux auditeurs des connaissances, des intervenants comme vous deux qui passaient du temps avec nous, et donc merci pour ça, et donc qui nous permettent de découvrir un petit peu plus peut-être nos origines, de lever le voile sur sur l'histoire qu'on nous a cachée, qu'on nous a modifiée depuis tous ces siècles, etc. Et voilà, j'ai vraiment une volonté à vouloir plus offrir de la connaissance plutôt que des thérapies
des thérapeutes, enfin, je crois qu'il y en a qui le savent. Et donc voilà, je vais plutôt me concentrer sur certains sujets où on dévoile plus les choses, où on apporte plus une connaissance et qui vont sûrement, je l'espère, travailler sur chaque auditeur, en tout cas, de manière intime. Encore une fois, on pourrait dire la rencontre avec l'intime, c'est là aussi, c'est la rencontre avec soi-même en fait. Hein. Je crois qu'on n'est pas né sur Terre pour ne pas aller dans toutes ces recherches. Je pense que la vie prend son sens. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Voilà. Et si tu veux, oui, non, non, mais c'est parfait, moi ça me va moi ça cadre tout à Et fait. la chance, peut-être par rapport au trèfle, la chance, c'est quelque chose qu'on fait ou quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose qu'on construit à chaque fois. C'est pas quelque chose qu'on doit espérer venir sur un plateau d'argent comme ça. Il y a rien. Enfin, il y a des choses qui nous tombent dessus parfois, et tant mieux en positif. Mais c'est surtout, je pense, toute une mise en place de tout ce qu'on fait chaque jour en fait, qui fait qu'à un moment donné, on va être récompensé à juste titre. Voilà. Voilà, le sort est, comment on appelle ça, la force est avec toi. Ben, merci et qu'elles soient encore avec vous, parce que je pense que vous n'avez pas fini de nous surprendre. Alors, Avec ce beau bouquin, on y reviendra à la fin. En tout cas, pardon. Donc, si tu veux, tu vois, cette universalité du nombre qui est en toi, puisque tu l'as spontanément associé à ton trèfle et donc à quelque chose que la force est avec toi, j'allais dire. Mais pour une certaine chose, justement pour dépasser, pour faire éclater ces frontières, justement pour faire éclater la vérité, ou pour trouver quelque chose, euh, eh bien, tu vois, cette universalité du tarot, ça se retrouve donc dans un schéma, par ce schéma, et ce schéma, je m'en suis servi pour décrypter l'arc de Roselyne, enfin pour décrypter ce qu'on a trouvé dans l'arc de Roselyne. Et ce schéma préexistait évidemment à la création du tarot, c'est évident. Le tarot a été conçu en fonction de ce schéma, je pense. Ça, c'est moi. c'est peut-être important de dire, Jacques, tu me disais en off une information qui, pour ma part, est assez intéressante, enfin même fort intéressante. C'est que tu disais, oui, justement, que ce schéma existait à la confession de cet tarot, en tout cas, aurait été mis en place. Toi, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas découvert dans un livre parce qu'il n'existait nulle part, mais on te l'a insufflé, je crois, en rêve, c'est ça? Je l'ai rêvé. D'accord. Je ne le dis pas trop en Ah, général. désolé. Voilà. Mais c'est important parce que je pense que voilà, quand il nous est amené C'est un rêve peu commun, hein. C'est un rêve, j'en ai fait qu'une fois comme ça dans ma vie. J'en ai pas fait d'autres, hein. Parce que je me souviens, j'étais dans des circonstances très particulières. c'est précis en tout cas. J'étais malade à ce moment-là. Euh, J'étais jeune, j'étais malade, j'étais très fatigué, je restais, je me réveillais péniblement sur le coup des 10 heures du matin, difficilement, on va dire. Et là, je me rappelle, c'était 6-7 heures du matin, j'avais les yeux grands ouverts et j'avais ce schéma dans la tête, c'était présent, c'était une évidence. Et j'ai vérifié tout ce que je pouvais à ce moment-là, je me suis rendormi et j'ai oublié. Et vers 4 heures de l'après-midi, je me suis dit, mais j'ai rêvé quelque chose. Et j'ai tout mis sur papier. Et c'est là où j'ai compris que j'avais mis le doigt sur quelque chose d'un petit peu extraordinaire, mais je pense que ça m'a été insufflé. Je veux dire, c'est pas possible. J'ai pas Et c'est tristement, malheureusement, toujours avec quand on a un ça, moment, ça me dépasse, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'a dépassé, quoi. Donc, quand on a un moment assez bas dans sa vie, je le remarque, hein, un peu autour de moi, quand on a des problèmes de santé ou même des problèmes de morale ou tout problème, en tout cas, ou toute difficulté dans sa vie, c'est à ce moment-là que on se rend compte que la providence est quand même là quelque part. Elle nous attend et elle arrive au bon moment pour justement nous donner un petit coup de fouet et nous dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà. pour le fun, j'allais dire, parce que l'édition La Providence, Oui. c'était l'édition qui Ah ben nous, voilà, je n'ai pas fait exprès. On est en Belgique d'ailleurs. oui, Ah, d'accord. qui est Ok. basée
Malheureusement, Je ne le savais pas pour l'éditeur. Voilà. non, mais l'éditeur a cessé toute activité, Ah oui, malheureusement, bon, notre éditeur. ça arrive, ça arrive. C'est une publicité qui n'a plus lieu d'être. Oui, Mais mais c'est pour le fun, quoi, que Et je il te a dis ça. été très sympathique, c'était Ah François oui. Michalon, parce qu'en fait, bon, faut pas quand même se percer d'illusions. Rennes le Château, c'est une niche éditoriale, hein. je sais. Bon, si on en vend 300, 400, je veux dire, c'est pour ça que des fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens, nous y On- compris, on se prend beaucoup la tête, mais quelque part, bon, voilà, Ça touche, ça intéresse qu'un microcosme, hein, donc. ça intéresse de plus en plus de gens, je pense. Mais on a tout vendu, hein. On a tout vendu, on avait encore de la demande. Ah, mais nous, ouais, c'est C'est vrai, aussi pour ça ça a qu'on bien a fait marché, ouais. c'est pour ça qu'on a fait une réédition Oui, tout aussi, à hein. fait. Ouais. On a été étonnés. On était, ouais, c'est-à-dire que, à ma connaissance, il n'y a pas de livres qui ont fait le lien entre le tarot et tout. Non. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça intéressait un large public parce qu'il y a des gens qui s'intéressaient au tarot, qui ont appris beaucoup de choses sur sa conception, et d'autres, le tarot, mais non, non. Non, c'est magnifique, surtout que euh, alors c'est vrai que vous utilisez quand même pas mal le conditionnel parce que vous restez quand même assez humble dans le livre, hein. Vous apportez quand même vous apportez quand même vos recherches, vos trouvailles, et vous restez quand même humble de ce côté-là. Et Rien, on dit simplement c'est une hypothèse. mais en- oui, oui, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de factuels, hein, il y a quand même On a, beaucoup de moi, j'ai choses retrouvé à une qu'on peut. distance quand même. Ah oui, alors, le truc, moi, qui m'a bluffé, c'est que, bon, on avait déjà sorti notre première mouture, là, on va dire. Et je regarde à un moment donné les- un détail qu'il y avait sur l'arcane 12. Et je me dis, ce détail, il est signifiant parce que c'est les deux poches, tu sais, qui sont inversées. Alors là, je me dis, bon, des poches, c'est la lune, c'est deux lunes, en fait. Et la lune, ça fait référence à l'arcane 18. 18. Oui, Bon, donc on a 18. Or, il y a une question de distance, 18, de 18, 180, 180 décamètres. Donc, bon, là, c'est un peu touffu quand je vous dis les choses, mais j'en suis venu à chercher cette distance de 180 décamètres, on va dire, par rapport aux deux méridiens des deux cathédrales d'Amiens et de Paris. Voilà, bon, pour faire simple, à travers, par rapport au méridien de Serres qui coupe effectivement cette bande de, deux fois 180 décamètres, en fait. Exactement au milieu de la distance. Alors, c'est un petit peu technique, c'est comme je vais le dire, mais quand tu as la cathédrale d'Amiens à la hauteur de l'église de Serres, tu as une certaine distance. Tu coupes cette distance en deux. Et à ce moment-là, tu as 180 décamètres du méridien donc de l'église, de la cathédrale d'Amiens jusqu'au méridien de Serres. Exactement, il y a exactement 1800 mètres. Et j'ai vérifié ça sur Internet. Et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est ça, quoi. Sur le tarot, ils te mettent une distance de 1800 mètres, enfin 180 décamètres. Alors, je peux pas dire que c'est au mètre près, parce que avec les outils dont on dispose, on fait pas au mètre près, hein. Les GPS, c'est pas au mètre près. Mais c'est au décamètre près, oui, ça c'est sûr. Et je peux te dire qu'il n'y a pas plus de 100, il y a pas plus de 100, ni moins de 180 décamètres à cet endroit-là. Et donc, retrouver ça, si tu veux, comme ça, euh, bon, j'en ai trouvé d'autres, hein, des distances, hein, Ouais, de 13 dans le tarot, décamètres et de c'est 22 figuré là, décamètres. hein. Marie-Madeleine, c'est Notre-Dame de Paris. Jean-Baptiste, c'est Amiens. Et le méridien résultant, c'est ce Jésus qui sort du tombeau. C'est Saint-Pierre. Ouais. Oui, C'est Pierre ouais, Pierre de c'est Saint-Just. Pierre de Saint-Just, C'est ouais, le voilà. méridien C'est le méridien de Pierre, oui, parce que l'église, c'est Saint-Pierre-aux-Liens, l'église de Serres. Voilà, ça c'est en aparté. Voilà. Mais enfin, et donc cette croix qu'on a retrouvée justement à Serres dans cette petite église qui a été dévoilée, pour vous, c'est finalement quelque part le peut-être pas le point central, mais en tout cas tout ce qui va confirmer un peu plus vos recherches avec c'est un des toi éléments, Jacques, ouais, c'est un toi des Chris éléments, aussi, où on retrouve Elle ces est méridiens. magnifique et elle a été recouverte d'un badigeon, hein. Mais alors, autrefois, il y avait une frise, et bon, je vais pas, j'ai essayé de prendre la photo, je me rappelle à l'époque, mais je n'avais pas d'appareil photo assez sensible. Tu sais, maintenant, on fait des appareils photo qui corrigent quand on bouge un peu. Donc, moi, j'avais pas ce perfectionnement technique, donc ma photo elle est floue, donc je l'ai pas mise. Mais on voyait une frise rose, très très pâle, très effacée, hein, on en voyait que le début de la frise, c'était des croix pâtées. Et quand ils ont refait l'église, quand ils ont
oui, quand ils ont refait l'intérieur de l'église, on va dire, ils ont effacé tout ça. Mais Serres, c'est la seule église à connotation templière du secteur. Voilà. Et Alors, il y a cette beaucoup de double. gens, on l'ignorait jusqu'à ces travaux de rénovation. Alors que là, bon, visiblement, ils le savaient déjà depuis longtemps. Et sur cette double croix, on voit bien qu'il y a deux cartouches. Il y a un cartouche où il y a marqué INRI, Jésus, notre roi des Juifs. Voilà. Et dans le cartouche de la croix de droite, apparemment, il n'y a rien. Et nous, on avait dit dans la première mouture qu'il n'y avait rien. Et puis, comme maintenant, on a des appareils un petit peu plus perfectionnés, en jouant sur les couleurs, tu sais, maintenant, on peut mettre plus de rouge, plus de jaune, plus de bleu. Contrasté, voilà, Je suis exactement. arrivé à faire apparaître sur mon écran 3 LED supplémentaires sur le cartouche de droite. Et ça, il n'y a personne qui l'a trouvé, ça. Et, et donc, c'était. Et donc là, je te laisse je vous laisse la primeur de la découverte. Il faut que je le retrouve. C'est SQR, je crois. SQR, oui, c'est ça, je SQR. confirme. C'est Bon, SQR, oui. c'est Senatus Quae Romanus. C'est-à-dire, et le sénateur romain. C'est-à-dire que, voilà. Donc il y a Jésus d'un côté à gauche, il y a le Et le sénateur. sénateur romain. C'est-à-dire que le Jésus peut. Voilà. Donc, j'en donne toute une interprétation en livre après. Oui, Bon, mais si tu veux, voilà. Donc, cette double croix est fantastique, quoi. Et elle symbolise bien les deux méridiens. Voilà. Et dans la carte du pendu 12, donc la carte, le pendu, C'est pardon, la ça. carte numéro 12, pardon, le pendu. Il y a aussi donc ce pendu, ce personnage qui est à l'envers, qui est, disons, attaché en tout cas au pied uniquement, puisque les mains sont Pareil, cachées. Et il y pareil. a, Comme par hasard, voilà, ça glisse à chaque et il y a fois. deux, il y a, voilà. Et il y a deux arbres sur le côté. Alors, c'est peut-être pas deux Ah non, non, cèdres, non, non, là, c'est je pas de sel. suppose pas. Non, 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 non. Enfin bon, voilà. Et donc, encore une fois, cette iconographie qu'on retrouve non seulement avec les méridiens, avec cette fameuse croix, cette double croix, dont personne n'arrivait à en comprendre le sens pendant très longtemps. Alors là, on a des gouttes de sang, là, ici. Et sur le carreau, d'ailleurs, toutes les gouttes sont rouges. Hein. Là, je sais pas pourquoi elles sont rouges à un moment donné. Voilà, donc il y a la vie, il y a quand même, bon, là, C'est le sang en de Jésus. l'occurrence, du sang, mais C'est le sang de Jésus. Et si on prend le cousin de Jésus, Saint Jean, Saint Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Et là, ça serait donc la mère de Jésus, tout simplement, Notre-Dame de Paris. Là, à la cathédrale d'Amiens, il y a le chef, le crâne de Jésus, le crâne de Saint Jean-Baptiste qui a été supposément le crâne de Saint Jean-Baptiste qui a été mis en exposition dans la cathédrale. Voilà, donc effectivement, ça justifierait, si tu veux, cette. Et alors, moi, ce qui m'a fait faire le lien, c'est tout bête. Hein. Des fois, ça tient à pas grand-chose. ça c'est magnifique, justement, c'est ça qu'il faut. Mais je le dis pas ça je sais pas si je le dis dans le livre. Ce sont ces talus, tu vois les talus là. On voit les talus aussi dans les deux croix, dans les deux croix de l'église de Serres. Oui, c'est vrai. Et ces talus, cette façon de dessiner les talus, si tu veux, tu vois, en proéminent. Tu vois, quand tu plantes un arbre, tu n'as pas de proéminence, si tu veux, autour de l'arbre pour planter ton arbre. Donc là, tu as ces proéminences. Et ces proéminences, quelque part, ça avait dû me choquer inconsciemment. Et à un moment donné, à force de réfléchir à toute cette énigme et tout, j'ai eu ces trucs-là, ces deux proéminences qui me sont revenus un peu. Et donc, j'ai vu ces deux poteaux, le poteau transversal, la croix transversale de cette double croix et tout ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un rapport. Et finalement, euh, bah voilà, j'ai fait le rapport comme ça. Bon, après, j'en explique beaucoup plus dans le livre, mais ça vient de là, en fait. Ce sont en fait, c'est par analogie. Et en fait, je pense que les Templiers raisonnaient beaucoup par analogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la pensée cartésienne. Mais cette pensée cartésienne n'existait peut-être pas à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas scientifiques. Ça ne veut pas dire que, d'abord, ils savaient se repérer dans l'espace, comme je viens de le dire. Parce que eux, ils avaient quoi? L'équivalent du sextant ou des éléments
que nos ancêtres utilisaient pour se repérer, certainement, mais de façon très précise, par rapport aux étoiles et euh, je sais pas, par rapport au soleil, par rapport à tout ça. Mais, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Pas grave, je connais ça aussi, t'inquiète pas. revenir à un élément un peu fantastique ou mystérieux. Bon, le codage, il s'articule autour de 49. La cascade se trouve à 49 décamètres du pont romain de Bugarach, et Bugarach est donc un point topographique important du codage. Alors, ce qui est bizarre quand même, c'est qu'en 1993, je crois, il y a eu des inondations, voilà. Et ce pont a été complètement emporté euh, par par la rivière. Voilà. Et par la Blanque. Et donc, curieusement, je crois que ça a eu lieu en septembre. Un an après, même pas, il y a eu 8 compagnons du devoir qui ont reconstruit à l'identique ce fameux pont dit romain. C'est incroyable. Alors, ça veut dire que comme si un élément du codage qui devait disparaître, en fait, il a réapparu. Bon. Il a été sauvegardé. Il y a aussi autre chose aussi de bizarre, c'est que dans l'église de Bugarach, il y a un vitrail qui est basé un peu, enfin oui, qui ressemble à l'arcane 10. La roue. La roue de la fortune. La roue de la fortune, oui. Du tarot d'Oswald Wirth. Dont les visages ont été effacés, notamment, enfin après. Bon, alors ça, moi, d'après mes investigations, j'avais même été voir le maire. Il m'a expliqué qu'en fait, ce vitrail, il a remplacé un vitrail précédent. Mais ça, moi, j'ai pas pu trouver de photos. Qui avait été cassé, soi-disant, par des jeunes. Alors, simplement, ça aurait été déliché dans une brocante dans les années 80 par un touriste étranger. Alors, c'est quand même curieux, c'est qu'on ait pu trouver un vitrail qui s'adapte exactement à la dimension voulue et qui figure une lame de tarot. En fait, le hasard fait bien les choses. Le hasard fait très bien les choses, surtout qu'au Bugarach passe la Blanque et la cascade qu'on a trouvée se situe également en bordure de la Blanque, un petit peu plus bas, si tu veux. Et donc, si on prend le bateau figuré sur le vitrail, si on descend, effectivement, on tombe sur la cascade, comme par hasard. Alors, donc, ce qui est bizarre, c'est que bon, c'est pas voulu, hein, c'est tout à fait fortuit, mais c'est comme il y a une main invisible qui voudrait absolument garder certains éléments du codage. Considérons le pont en 49. Pont 49, ça peut s'écrire, c'est pas obligatoire, mais ça peut s'écrire IL en latin, 50-1. D'accord? Bon, c'est pas une façon très orthodoxe, paraît-il. Bon, enfin, l'orthodoxie dans ce domaine-là n'est pas toujours de... C'est lui qui a trouvé ça, hein, pont-il. Et pont-il. Ah oui, c'est magnifique. Et oui, ça fait pont-il. Et or, comment on appelle ça? Le menhir, le seul menhir qui existe, c'est-à-dire le pont-levé, voilà. Le pont-levé, la pierre levée des Pontiles. La pierre levée des Pontiles est à 49 décamètres du pont de l'entrée des Pontiles. C'est-à-dire que si tu vois, quand tu sors des Pontiles, tu as un pont. Ou un pont-levis. Non, c'est pas un pont-levis, là. C'est un pont en pierre bien costaud, tu ne le lèveras pas. Et, à cet endroit-là, donc, vraiment de la limite du début du pont jusqu'à comment on appelle ça, jusqu'à la pierre levée, tu as 49 décamètres. Et, cette pierre levée existe encore ou pas? Elle existe. Oui, bien sûr. Elle existe, oui, elle existe. Bon, moi, qui n'est pas mentionné, curieusement, par l'abbé Boudet. Et c'est ça. Et je lui en parlais tout à l'heure, justement, parce que, tu sais, c'est ce dont on parle le moins et qu'il faut regarder le plus, en fait. Ah, moi, c'est ce que je fais aussi, voilà. C'est exactement ça. Positif, négatif, lumière, ombre et lumière, voilà. Bon, bref. Voilà, exactement. Voilà. Donc, oui, et c'est comme par hasard, cette pierre levée, pardon, des Pontiles, donc, et c'est exactement sur le même méridien que la tour du roi, la tour de l'horloge, et exactement sur le même méridien. Et nous pensons que c'est cette fameuse arc de Roselyne, cet arc de rose. C'est pour ça que, enfin là j'ai mis du noir, mais en principe l'arcane il est blanc, hein, le fond est blanc. Oui, comme dans la première édition. Hein. Donc c'est pour les éditeurs, c'est l'as d'épée en quart du mineur, hein, c'est ça, voilà. C'est ça. Et si tu veux,
Ça symbolise un lieu royal. Ça symbolise un arc de méridien. Et donc, comme je me disais que les arcanes mineurs ont justement ont pris comme base le fameux 49 dont tu parlais tout à l'heure, comme codage, puisqu'on retrouve deux fois cette distance, une fois au Pontil, où il y a le méridien de Paris qui passe, et une fois en pleine nature, où il y a le pont romain, parce que d'un côté, on a le pont romain à 49 décamètres du point Y dont on parle. Voilà, ça, je voulais découvrir. Et de l'autre côté, on a pont 49, Pontil, en chiffre romain, qui est une distance entre ce fameux menhir, cette fameuse pierre levée, et le hameau des Pontiles. Voilà. Et comme par hasard, il est repéré par la tour du roi, par le fait d'appartenir au méridien de la tour du roi. C'est la véritable Roselyne. Qui est pour nous la véritable Roselyne, puisque la tour du roi a été nommée ainsi de 1300, que je dise pas de bêtises, de 1350 à 1370 à peu près. Et comme Redae a été vandalisé en 1362, et donc il y a beaucoup d'éléments qui ont disparu, donc s'il y a eu nécessité de faire un deuxième codage, c'est à partir de 1362. Donc de 1362 à 1370, si tu veux, il y a eu un moment donné où cette tour s'est appelée la tour du roi et où il fallait faire un deuxième codage à partir du 49. Et donc c'est pour ça qu'on situe comment on appelle ça, la création des arcanes mineures entre 1362 et 1370. C'est ça, c'est ce que j'avais dit. Donc, elles auraient été créées donc un siècle après, à peu près. Les arcanes majeures, Voilà. c'est ça. Donc, tu vois, enfin voilà. Je te donne des éléments factuels, mais Oui, mais ce qui est formidable, c'est que je veux dire, bon, et on retrouve, pardon, et je te disais, tu sais, pour les gens qui connaissent les arcanes du tarot, les arcanes mineures du tarot, les, les épées, moi je m'étais toujours demandé pourquoi les épées étaient en forme d'arc. Oui, voilà. Parce que pour moi, ça paraissait quand même très bizarre. Je me Au dis, moins d'être oriental, éventuellement, ou... oui, voilà, je pensais au truc chinois, Oui, voilà, voilà, c'est ça. ça fait très iconographique. Mongol, ou... Ouais, c'est vrai. Mais en fait, non, c'est parce que ces épées représentent des arcs de méridien, Voilà, incroyable. simplement. Et bon, on le dit même pas dans le livre, tu vois, parce que bon, à l'oral, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, 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 oui. Ah, voilà. Oui, parce que, de toute façon, bon, un livre, on le sait très bien, c'est très compliqué d'écrire un livre, hein, parce que il faut choisir, comme vous le savez mieux que moi, ce qu'on va mettre, ce qu'on va pas y mettre, et on pourrait faire un bouquin de 400, 500 pages, que ce serait même pas encore assez. Après, si vous voulez éditer un bottin, ou si vous voulez éditer un livre qui est plus instructif qu'autre chose, c'est quand même important de choisir les bons éléments. Donc voilà, bon, enfin, vous êtes là pour ça. Il n'y aura pas de suite, hein, je veux dire, c'est pas prévu. Hein. Oh non, on disait déjà ça la première fois. Ouais, Jamais dire, jamais. Ah, tout dépend si vous continuez dans... Pour en revenir à Pierre Plantard, moi, ce qui m'interpelle, c'est que donc dès le départ, dès 56, donc c'est-à-dire la création du prieuré de Sion officiel, il a peint ses tableaux, ses arcanes en forme de tableau. Et j'ai l'impression qu'il a voulu faire comme les Templiers, c'est-à-dire que mettre dans ses tableaux des indications. Ah oui. Le problème, c'est que en 92, donc, ces arcanes ne sont visibles que dans les documents du cercle qui ont été publiés en 1992, les derniers hein, c'est une sorte de testament. Mais il n'y en a que 5 de visibles. Donc, on ne sait pas où sont les autres. Et donc, voilà, peut-être que quelqu'un les a et qui nous écoute. Mais voilà. Je suis convaincue que si on les étudie attentivement, on a des indications parce que en arrière-plan, il y a des paysages de la région, notamment de Rennes-les-Bains. Moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que Plantard, en fait, pour lui, il y avait deux secrets. Un secret des Templiers et le fameux secret, ce qu'il appelle du roc noir. Le roc noir, ça peut être une pierre avec des vertus, une sorte d'énergie. Pour moi, il y a deux choses séparées, des documents et une énergie particulière.
On voit que c'est assez duel finalement, le Rennes-le-Château, Rennes, puisque dans le documentaire de Georges Combe, il le dit mieux, hein, il y a deux Avec Rennes avec. peur. Ah, c'est chaque fois du duel, c'est chaque fois, il y a quelque chose de chaque fois en miroir ou non, mais et donc c'est là que c'est complexe puisque finalement on peut partir sur deux histoires totalement peut-être opposées, mais totalement liées, j'en suis certain, hein, de toute façon. Et donc c'est là que c'est complexe et qu'on a besoin de chercheurs comme vous parce que encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Avec les connaissances de Jacques, en tant que tarologue, on peut presque le dire, hein, tarologue, hein, au-dessus même du tarologue, hein, là pour le coup, puisque toi tu vas très très loin dans la symbolique, autre que divinatoire, celle que on peut tous plus ou moins apprendre dans certains livres. Et puis toi, Chris, ce côté historique qui, tu l'as bien dit, toi Jacques, justement en off, que sans Christ, tu n'aurais pas pu étayer, toi, ton code du tarot. Hein. C'est-à-dire qu'il faut mettre en perspective ce qu'ils ont voulu faire. Je pense que l'abbé Goudet, avec son livre La VLC, pareil, il a disséminé des éléments dans un habillage un petit peu hétéroclite. Et en fait, Pierre Plantard, il a fait de même, avec tous ses documents, l'art de Rennes, le cercle, certains croquis, parce qu'il était dessinateur, hein, Plantard à la base. Et donc, c'est pareil. Donc, pourquoi l'un et l'autre ont voulu laisser des indices, mais j'ai l'impression qu'ils avaient l'un et l'autre l'idée que ça ne se ferait pas de leur temps. Donc, ils ont un petit peu voilà, mis qu'on appelle des indices pour que d'autres personnes, un jour, puissent reconstituer le puzzle. On se met des petits cailloux. Est-ce qu'on pourrait dire que ces gens-là, Pierre Plantard, alors Boudet forcément, puisque lui c'est déjà c'est post-Saunière, on va dire, hein, enfin c'est avant Saunière plutôt. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que Pierre Plantard, par exemple, a voulu continuer finalement un peu le travail justement Boudet. Ah, moi j'allais dire de Saunière, mais donc toi tu dis Boudet, Jacques, carrément Boudet. Oui, ok. Parce que pour Pierre Plantard, c'est Rennes-les-Bains. D'ailleurs, dans les 5 arcanes qui sont visibles dans le cercle, on voit le mat qu'il nomme le chercheur de trésors de Rennes-les-Bains. Et on se rend compte qu'il y a sous les pieds d'un personnage des documents. Donc je pense que les documents généalogiques à l'origine se trouvaient à Rennes-les-Bains et qu'ils ont ensuite été transférés sur Rennes-le-Château. Qui s'appelait les Bains de Rennes au début, je pense, hein, si je ne Bains de m'abuse. la Reine. Les bains, Les bains de la Reine, c'est ça? Les bains de la Reine. Là, c'est toi qui en sais plus que moi. ok. C'est intéressant parce que ça a tout un autre sens quelque part, on pourrait dire, hein, si on le lit comme ça. Je Euh, pense que Boudet savait des choses qu'il a données et que Plantard a compris et qui sont dans son tarot. Tiens, alors Chris, je voudrais que à moins que ce ne soit toi, Jacques, est-ce que vous pourriez éclairer les auditeurs pourquoi est-ce que, effectivement, le tarot de Marseille, alors ce n'est pas à Marseille qu'il a été fait, hein, pas que je sache, Et va avec un S, savoir. Mais mais peut-être pas au bon Marseille. mais pas le bon Marseille, c'est le Marseille avec un C. Eh C'est oui. c'est une petite, c'est un petit, c'est quoi? C'est un petit village en France, hein? C'est un petit village dans la région? C'est un sanctuaire qui est situé à. Un sanctuaire, ah oui. Ouais, ah oui, c'est un sanctuaire qui était très, très fréquenté, mais qui est toujours fréquenté, où il y a une Vierge noire qui guérit de maladies, notamment des yeux, des maladies. Et Oui, pour, c'est ça. et pour Et faire. il y a Pardon. quelque chose de très particulier, et c'est d'ailleurs ensuite, bon, après, si on remonte à l'époque, le frère de Nicolas Fouquet ainsi que Nicolas Pavillon ont eu un œil sur sur ce sanctuaire. Mais il était très, très important au Moyen Âge et c'est un lieu, on ressent une énergie très particulière. Et pour nous, c'est là où était, parce qu'il y avait des salles souterraines, c'est là où étaient fabriqués les premiers arcanes. Voilà, d'accord. Bon, bah, C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Et c'est là d'ailleurs que pouvaient se rencontrer très facilement les hospitaliers et les templiers. voilà. Et c'est situé à un Pé de Lapin, c'est pour ça que ça me faisait rire. On parlait des petits lapins tout à l'heure, puisque tu as ton logo qui est en forme de lapin. Voilà, c'est situé très près, voilà, pour dire les choses plus simplement, de Rennes-le-Château, voilà. Donc c'est vrai que c'est une région Ouais, très riche c'est ça en qui nous histoire, intrigue. puisqu'il y avait Alette qui est à côté, où d'où vient Nostradamus. Donc c'est une région qui est très très riche en symbolique et en culture à ce niveau-là.
Là, Voilà. je fais une parenthèse, je fais une autopublicité pour la chaîne. Je conseille aux éditeurs d'aller voir aussi l'émission qu'on avait fait l'année passée avec Francis et Mustapha sur la peut-être véritable origine des écrits de Nostradamus qui serait donc lié à Yves de Lessines. Donc c'est un moine belge, voilà, qui était donc dans nos régions et dont Nostradamus se serait inspiré apparemment J'avais lu aussi un Oui, de truc écrits. là-dessus comme quoi ça pourrait être des prédictions de Templiers Oui, qui auraient ensuite été transmises à Michel de Notre-Dame, étant donné son nom voilà. et sa notoriété, de façon à ce que ça puisse ressortir. Ce qui expliquerait que comment on appelle ça, les prédictions sont antérieures à Michel de Ouais, Notre-Dame. c'est ça, exactement. Exact. Mais moi, je n'en sais pas plus. Alors, pour en revenir au tarot de Marseille, donc, bon, lorsqu'on regarde les archives, ce sanctuaire de Marseille avec un C, en fait, se nommait également, enfin, c'était marqué Marseille avec un C, puis petit à petit, on se rend compte qu'il y avait toujours une confusion entre le Marseille avec un S et le Marseille avec un C. Donc, c'est pour ça. Et pour nous, le vrai tarot de Marseille, c'est celui donc, de Voilà. Lille. Et ce C et ce S, et ça, je conseille aux auditeurs d'aller le lire dans le livre. On explique Béranger pourquoi. va s'en inspirer aussi, je pense. Donc enfin, on est devant, de toute façon, on le sait, devant un grand puzzle énorme, immense, historique, oui, ou un labyrinthe, ça dépend, mais dans lequel on peut se perdre et où se retrouver. Et là, en l'occurrence, vous vous êtes retrouvé pour Ce cet qui est écrit. vertigineux quand même, c'est Vertigineux, ah oui, ça donne le le vertige. Trésor Vertige qui est le meilleur documentaire On a été pris de vertige assez souvent avec Christina par rapport à tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, Dire, on se on demande, se sent vraiment petit, tu sais. et on se demande Oh là là. pourquoi tant de gens ont déployé tant d'efforts au fil des siècles pour cacher quelque chose. Ah ouais, attends. Voilà. Quelle est la nature du secret? Et est-ce qu'il donc il y a une généalogie, mais en quoi cette généalogie était-elle aussi sensible? Ouais, attends. Et pourquoi des gens comme ça? Parce que bon, Rennes-le-Château, si on regarde bien, ça a quand même broyé pas mal de vies. Déjà Pierre Collard, hein, il n'en est Ouais. pas sorti indemne et il a gagné que des ennuis et pas d'argent. Et même Gérard de Sède ou Philippe de Chérizet ou tant d'autres. Voilà, c'est quand même assez. Le lieu est terribilis. Je peux te dire un truc, moi j'ai failli laisser ma peau dans cette histoire. Ah. J'en sais pas trop, mais à un moment donné, c'était chaud. Hein. Moi j'ai failli parce que c'était trop pour moi. Mais bon, ça a été un épisode de ma vie un petit peu difficile, lié directement à mes recherches. Hein. Bon, Mais c'était je veux bien croire, Jacques, parce que. au niveau de lieux énergétiques, Ah oui. j'étais à côté d'un lieu énergétique pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et quand j'en suis revenu, j'avais qu'une seule envie, c'était de monter là-haut, quoi. Et heureusement que j'avais mes gamins à m'occuper à ce moment-là, parce que sinon, si je serais Ah, puis un resté. jour, on a flippé par contre. Hein. Quand on s'approchait justement Non, enfin bon, en étant sur le terrain je l'ai dit, et en il y a eu cherchant d'autres trucs, hein. la fameuse cascade, hein, où il y avait une cache. C'est un endroit quand même assez glauque. Hein. On n'entend plus les oiseaux, plus rien. On a quand même. Hein, on a Ah un peu bah, à un moment flippé. donné, alors C'est là, dangereux, en plus. tout à fait au début, tout à fait au début, ça, je sais même pas si je t'en ai parlé. J'étais tout seul, j'avais mon portable. À l'époque, c'était les portables, mais il n'y avait pas encore c'était les premiers portables, tu sais, 2005 et tout ça, tu sais. Et donc j'avais mon portable avec moi et tout, mais je m'approche d'une falaise, je m'approche d'un truc. C'était au-dessus du point Y, c'était juste au-dessus des ruines, si tu veux. Il y avait une espèce de petite falaise, et je m'approche, je m'approche, et je me suis retrouvé les deux pieds dans le vide, à être à deux doigts de me casser la figure de plusieurs dizaines de mètres, quoi. Et je me suis dit là, je vais me tuer. Et bon, j'ai réussi à me rétablir et tout, mais enfin bon, bref, il y a eu tout un tas de trucs comme ça où à un moment donné. J'ai bien, je me suis bien amusé, quoi. J'ai eu un petit peu peur. Et puis à un moment donné, on a flippé aussi quand on n'a pas pu sortir le bouquin. Enfin bon, c'était une horreur. Il y a eu des moments Ouais, mais difficiles. C'est important ce que vous dites. Voilà, on a eu des aussi moments très difficiles. on a Ça eu a aussi été, des C'est soutiens. important ce que vous dites parce que c'est ce que je disais avec Jean-Patrick Pourtal, c'est que je pense que si on devait donner comment non, mais on l'accepte au départ, hein.
on accepte au départ parce que bon, la récompense, elle est que il fallait qu'on le fasse, quoi. Oui, Mais le problème, c'est que au fil du temps, ça nous amène dans des situations ou des endroits qu'on n'aurait pas. ce que je voudrais rajouter, c'est que par rapport à ça, c'est que on donne peut-être ici vis-à-vis de ces émissions et de votre engouement. Et c'est vrai que c'est une passion. Voilà, c'est formidable. Mais en même temps, si des jeunes voudraient se lancer là-dedans, je pense que il faut vraiment y aller avec la tête sur les épaules et surtout avec une grande prudence, parce que je pense que ce lieu effectivement est terrible. Alors on ne sait pas, Alors, on sait Mais jamais si il y a c'est. beaucoup de gens non, qui s'y perdent, hein, qui perdent attends. leur vie, Alors, leur On peut famille. y perdre même, on peut y perdre même, même, je dirais peut-être pas son âme, mais en tout cas, je pense qu'on peut, je pense que voilà, c'est c'est important de dire que autant il y en a eu quoi, des centaines de chercheurs, je pense, depuis le début. Hein. Et il y en a qui sont pas connus, il y en a qui n'apparaissent jamais dans aucun documentaire, aucun bouquin, ou qui n'écrivent rien du tout parce qu'ils ils veulent pas être mis en avant et c'est libre à eux. Voilà. Mais malgré tout, chaque personne apporte de toute façon encore une fois la pierre à l'édifice tant qu'il y a encore une fois du partage et de la passion, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de sujet, que ce soit ça ou Nostradamus comme vous le citiez, hein, ou comme dans d'autres affaires, il y a aucun problème. Encore une fois, tant que l'ego humain est là, il y aura jamais vraiment voilà de tranquillité de ce côté-là. Mais d'un côté vraiment spirituel, je pense que le lieu est très 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 puissant. D'ailleurs, c'est vrai que pourquoi est-ce que je m'y intéresse en étant en Belgique, je n'en sais rien. Ce sont effectivement les documentaires, les livres, tout ça qui m'en donne envie. Et on le lit partout. Beaucoup de gens sont tirés. C'est un village quand même qui, au départ, n'intéressait personne puisque c'était voilà un bled paumé et que voilà. Et là, il y a des centaines de visiteurs, des milliers de visiteurs par an, tout simplement par une affaire qui a été mise encore une fois à jour dans les années 50-60 surtout, comme on le sait, on va pas tout résumer, mais pourquoi? Et moi je pense que encore une fois, c'est ce que je disais avec Jean-Patrick, c'est que je pense que le lieu est le trésor non. lui-même en fait. Enfin, C'est déjà une Alors, partie du ce qui est trésor par lui-même. contre, je mettrai un petit bémol, c'est que maintenant, d'après le contact, il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui viennent à Rennes-le-Château, mais beaucoup maintenant viennent pour Marie-Madeleine et beaucoup moins pour la Bessonnière. Ah, c'est Ah oui, le intéressant phénomène ça. Marie-Madeleine, j'ai fait une conférence sur le sujet, et le phénomène Marie-Madeleine a surpassé celui de la Bessonnière. Mais tant mieux, j'ai presque envie de dire. Tant mieux, j'ai presque envie de dire. oui, Alors que quelque part, Marie-Madeleine, si on étudie la genèse du phénomène sur le château, c'est un, c'est un ajout d'Henri Lincoln dans l'énigme sacrée. Ah, À la base, Marie-Madeleine, elle n'y est pas. Même si on peut la voir dans le tarot, bon, mais oui, mais dans le il faut tarot, le dire. oui. Donc c'est devenu un petit peu un point de fixation contemporain euh, du culte lié à Marie-Madeleine. Et c'est bon, hein, parce que ça rayonne après sur Saint-Maximin, la Sainte-Baume, et également sur Vézelay. Mais énormément de personnes, dont beaucoup de femmes, viennent à Rennes-le-Château pour se connecter à cette énergie qui est un peu l'incarnation du féminin ancestral. mais la tour Magdalena, c'est quand même de l'époque de Saunière. Alors, parce que le Ah, bah, vocable, c'est Sonia, oui, tout oui, à fait. parce que le vocable de l'Église Oui, c'est est Sonia, de oui. Marie-Madeleine. Mais Marie-Madeleine, des lieux de culte qui lui sont Oui. dédiés, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, Plantard se posait la question, et ça, c'est à vérifier, si s'il n'y avait pas eu une Magdala qui avait été l'épouse d'un comte du Racès et que ça aurait pu donner le nom à la chapelle, qui est maintenant l'église du village. Mais avant, c'était la chapelle du château. Pourquoi pas? Bon, après, voilà. Après, bon, Alors, Marie-Madeleine, c'est intéressant. Hein. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. Mais voilà, aujourd'hui, alors, c'est plus le centre, le point d'intérêt des visiteurs alors, que la.
Et surtout qui a été repris malheureusement par Dan Brown, qui a encore apporté lui son grain et qui a repris, comme Henry Lincoln le disait, hein, Prudence. finalement son ouvrage. Je voudrais dire quelque chose. Oui, vas-y. Oui, vas-y, Jacques, vas-y, allez-y. Alors, du temps des Templiers, moi, d'abord, dans le tarot, j'avais vu qu'il y avait Saint Jean-Baptiste, qui était décollé, et la présence de Marie-Madeleine. Bon, ça, on me l'avait dit. La présence de Saint Jean, ouais, c'est quelqu'un de ma famille qui m'en a parlé et tout, et puis je trouvais que ça correspondait bien avec l'arcane 22. Et là-dessus, Christina me donne son livre de Lincoln et des trois Anglais, là, et on voit que les Templiers pouvaient avoir un rapport, avoir tout ça, vraiment bref. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'il y ait une église de Marie-Madeleine, effectivement, également à Rennes-le-Château, alors que Marie-Madeleine, je vois dans le tarot. Peut-être y avait-il une autre église à Rennes-le-Château, à l'époque donc des Templiers, qui se serait appelée, ou qui aurait été vouée au culte de Saint Jean-Baptiste. Mais bon, pour moi, c'était une hypothèse comme ça, quoi. Je veux dire, je n'étais pas du tout encore accroché, hein. Je venais de lire le livre que m'avait passé Christina, donc voilà, donc je regarde et tout. Et aux surprises, du temps des Templiers, il y avait deux églises, la chapelle castrale, comme tu viens de me parler, c'est pour ça que j'y pense. Il y avait la chapelle castrale donc qui était dédiée à Marie-Madeleine, et une église qui était dédiée à Saint Jean-Baptiste. Et en fait, ces deux-là, que ce soit les églises ou les cartes du tarot, sont deux miroirs des deux cathédrales, d'Amiens et de Paris. Ça, on l'a compris bien plus tard. Et la cathédrale d'Amiens, donc, où il y a le chef de Jean-Baptiste, et la cathédrale de Paris, qui est Notre-Dame de Paris, qui peut tout à fait être assimilée, on le voit dans le tarot, au culte de Marie-Madeleine. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que je ne sais pas, dans le livre, on dit que Notre-Dame, ça pourrait être Marie-Madeleine. Mais on n'a aucune certitude de tout ça. Simplement, pour moi, si tu veux, c'est plus du symbolisme, de l'ordre du symbolisme du tarot qu'autre chose. Et c'est peut-être en rapport avec l'église de Rennes-le-Château. Ça, je ne sais pas. Donc, c'est très, très flou. Mais c'est vrai que quand on voit, j'allais dire, Sainte Marie, la maman de la mère de Jésus, il faut penser à Marie-Madeleine. Pourquoi? C'est une question de topographie. C'est une question de topographie et donc d'église peut-être d'église de Rennes-le-Château, tout simplement. Euh, il y a tous les personnages qu'on peut voir dans le tarot, c'est un rapport à voir, ou toutes les indications qu'on peut avoir dans le tarot, c'est un rapport à voir avec des indications topographiques. C'est comme ça qu'on a retrouvé les lieux d'ailleurs. Oui, et Par c'est pour exemple, ça que ce livre existe. oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le personnage de Saint-Jean, ça figure une cathédrale. Le personnage de Marie-Madeleine, ça figure une cathédrale. Les 21 et les 22. Voilà. Donc, ça figure deux cathédrales. Donc, ce sont des points de repère. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le 1, c'est le point de départ de deux cathédrales. Euh, voilà. Bon, tout est à l'avenant. Le 13, par exemple, l'arcane 13 décamètres. 13 décamètres en fonction, en partant du point X, tu fais 13 décamètres, tu tombes sur le point. Et dans la même direction, puisque l'arcane 22, tu regarderas l'arcane 22 et l'arcane 13 ont des particularités, ont des similarités de dessin assez frappantes, puisqu'ils regardent tous les deux dans la même direction, et ils marchent tous les deux dans la même direction. Et si tu prends 22 décamètres toujours à partir du point X, tu tombes sur la cascade. Et toujours sur la même latitude. Exactement. C'est-à-dire qu'avec le GPS, tu es exactement sur la même latitude. C'est-à-dire, tu traces un trait à l'horizontale sur ta carte. Et ça ne souffre pas d'un degré d'écart. Quand tu pars du point Y, tu vas jusqu'au pont romain, tu as un angle de 45 degrés avec le reste. Donc, soit tu as des angles droits, soit tu as des angles de 45 degrés. Et ça, le pont 49, ça, on retrouve le pont 49, ça, là, on tombe dans le codage des arcanes mineures. Mais même, on retrouve ça un petit peu sur la coiffure du 22, donc qui a été un petit peu modifié. L'arcane 13 a été modifié parce que moi, au début, alors
l'arcane 13, c'est donc 13 décamètres. Et donc, j'imaginais retrouver sur un tarot, à partir du point X, donc un arc, puisque on part d'un arc de méridien. Hein. Donc, j'imaginais qu'il y avait un arc où tu voyais un personnage, donc le personnage du mort, là, du squelette, en train de tirer à l'arc, donc direction plein est. Donc, on aurait retrouvé le truc. Impossible de retrouver un arc sur aucun jeu, sauf sur le tarot des Visconti, où effectivement, tu as un arc, la présence d'un arc long, c'est-à-dire un arc qui fait qui dépasse la hauteur ou au moins la même hauteur, donc un arc long, capable de tirer à plus de 100 mètres, enfin à 200 mètres, tout ça. Et donc, effectivement, on a bien, donc comme le créateur de ces jeux, de ce jeu des tarots des Visconti, a vu de façon évidente le tarot originel, puisqu'il donne des tout ça, notamment dans l'arcane 8, où il donne un élément qui a disparu sur les arcanes 8 modernes, la présence d'un chevalier, par exemple. Or, on a trouvé de façon totalement indépendante que l'arcane 8, c'était la présence des chevaliers du temple à cet endroit-là. Donc, effectivement, j'ai retrouvé, si tu veux, dans le tarot des Visconti, un des éléments qui avait très certainement sur la carte originelle et qui a été remplacé par la faux. Parce que la faux métallique n'a pas été inventée à l'époque. Il y avait des faux en bois ou des faucilles. Mais la faux métallique a été inventée après. Donc, les Templiers n'ont pas pu dessiner ça. Par contre, on voit la présence d'un roi et la présence d'un pape. Et sur certains arcanes 13, tu vois clairement oui, un pape et un roi qui ont été. Et c'est là où on pense que, à partir du moment où l'arcane 13 nous montre la présence d'un endroit templier, on peut penser que ce sont ces mêmes templiers qui ont fauché, on va dire ça comme ça, le roi Philippe le Bel, qui est mort quelques temps après, et même le pape. Et moi, je suis persuadé que ce sont les Templiers qui ont fait justice. Voilà. Et c'est l'arcane 13 qui nous le montre. Voilà. Une sorte de témoignage, finalement, dans l'histoire, une trace qui est mise comme ça, de manière un petit peu, encore une fois, Moi, cachée. j'en suis persuadé. Ouais, c'est intéressant. Je te donne pas une preuve historique, hein, encore une fois. Hein. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est toujours intéressant de le citer, parce que si tu ne le dis pas, ça ne se saura jamais. Voilà. Et le jour où on le vérifiera, on le vérifiera. Le jour où on vérifiera que c'est le contraire, c'est pas grave, on s'est trompé. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis persuadé de mon truc. Magnifique, mais il faut être persuadé de ces recherches. Chris, est-ce que tu crois que Béranger, Saunière ou Boudet ou tout autre acteur de l'époque aurait pu justement avoir comment dire cette information justement par rapport à ce passé, à ce comment est-ce que je veux dire, pas ce bagage, parce que là c'est un peu négatif, ce témoignage, je vais dire templier, au niveau de ces cartes qui existaient déjà, hein, du temps forcément de... C'est vrai que, oui, j'étais en train de me faire cette réflexion. C'est vrai que chez Saunière, Saunière, il insiste beaucoup sur le nombre 22 Oui. dans toutes ses rénovations. Qui est donc la carte finalement 0 quelque part dans le tarot, qui donc correspond au fou, je pense. Ici, Voilà. si je dis pas... Il y a 22 créneaux, il y a 22 dents. Merci. Oui. Il y a 11 et 11, 22, ça oui, ça le. Alors. Après Boudet, c'est plus compliqué Boudet de trouver le tarot. Peut-être parce que lorsqu'il parle, voilà, exactement, ça oui, la langue sanscrite, c'est-à-dire la langue sans écrit. Il parle aussi que les personnes prenaient avec eux des pierres, des pierres savantes, c'est-à-dire voilà, des pierres votives. Donc peut-être. Mais c'est vrai que non, le tarot, c'est surtout Plantard. Alors, à savoir si Plantard a compris dans le tarot des éléments du codage et qu'il a ensuite disséminé dans ses publications, oui. ou bien Plantard a utilisé le tarot pour disséminer son propre message.
Mais il est Oui. évident, vraiment dans le livre, on l'explique, il y a un lien entre le codage et ce que Plantard voulait passer comme message. Alors, Oui. ça, c'est vraiment, explicite dans le livre. Alors, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a déployé tant d'efforts? Pourquoi ça a pris autant de temps? C'est sûr quand même, c'est à partir de 1956. Les dernières publications, c'est 1992. Après, il aurait continué, mais il a été arrêté parce qu'il a été accusé, parce qu'il a impliqué quelqu'un, un proche du Mitterrand dans le prieuré de Sion. Donc ça l'a stoppé et broyé. Donc on ne sait pas où il voulait aller. C'est pour ça que ce chapitre sur Plantard, c'est peut-être une fin pour nous, mais c'est peut-être le début de quelque chose. Ça va provoquer une intuition à d'autres personnes pour continuer et essayer de comprendre cette finalité de cette mystification qui est quand même extraordinaire. Moi, je suis content que vous le citez, justement, parce que, le remettez un petit peu plus en avant par rapport à, c'est ce que je disais, d'autres chercheurs qui, en général. Je pense que ça va venir maintenant. Alors, tant mieux. Deux choses. D'abord, Boudet est à la base de Plantard, je pense. Ça, j'en suis persuadé. Et deuxièmement, il y a Saunière, les marches de 2 escaliers. Il y a 21 marches, non pas 22 comme il est dit dans les prospectus. Moi, je les ai comptées plusieurs fois. J'ai monté les marches, je les ai comptées. Il y a 21 marches, ça fait 22 paliers, mais ça fait 21 marches. J'insiste bien. Et 21, c'est l'arcane du monde. Et 21 à l'envers, ça fait 12. Et on a le pendu. Et voilà. Et donc, si tu veux, tu as les deux images qui se répondent. Voilà. Et c'est important parce que je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été dites à partir de ça. Voilà, bon, tout simplement. Mais C'est incroyable. et on a fait dire beaucoup de bêtises à ces 22 marches supposées qui en réalité sont 21. Voilà, c'est un petit récapitulatif parce que on me parle de 22 marches des tours de la Bessonnière, il n'y a que 21 marches. Allez-y voir, allez compter, vous allez voir. Alors, toi, tu comptes comment c'est quoi? C'est la première. Quand tu as 2 paliers, ça fait une marche. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà. Oui, c'est le problème d'intervalle. C'est le problème des intervalles, exactement. Ouais. Le dernier pas pour arriver sur le lieu final, il compte ou pas pour toi? Hop, une marche, 2 marches, 3 marches, Ok. 4 marches. Ouais. Et à la fin, ton nombre de marches correspond au nombre de paliers. Il faut Voilà, mettre on est ça d'accord. Ok, d'accord. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire que le nombre de pas considère. Le nombre de pas, c'est le nombre de pas. Je pose la question parce que je fais souvent je le fais un peu comme ça par amusement, de compter les marches dans certains lieux, voilà, ici en Belgique. Bon, symboliquement, c'est important. Oui, c'est Voilà, très important, oui. Ok, d'accord. Merci pour l'indice. Je crois Si tu gagnes, on va bientôt arriver à la fin de cette émission, mon Dieu, on pourra en parler. Dans le tarot, Chris, pardon, il y a excuse-moi. un message dans le tarot, là, parce que j'arrive pas à retrouver. Moi aussi, je voulais parler du message du tarot. Pourquoi tout ça? Attends, tu reviendras après, Jacques. Après. Ouais, et malheureusement, j'arrive pas à retrouver l'autre arcane qui montre Marie-Madeleine. Et là, on voit qu'en fait, il y a le pendant entre, le 21? entre Jésus et Marie-Madeleine. Le pendant, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau. Et ça, c'est important parce qu'il y avait ce message-là. Tu veux te parler du 21? En fait, c'est l'union des deux. C'est qu'en fait, Marie-Madeleine a repris l'énergie, le message de Jésus. Et c'est elle après qui a pris la suite. Et ça, à mon avis, à l'époque des Templiers, c'était assez nouveau. Je mettrai une image, sinon Jacques, il n'y a pas de problème. Bon, ok, d'accord. Je mettrai une image dans... Alors, je terminerai, moi, par une phrase. Ah, Chris, vas-y. Elle est là. On t'écoute. Voilà, Terminé. c'était les deux, là, voilà. Alors, à la fin, c'est une phrase de Georges Combe, le Trésor au vertige, qui est le meilleur documentaire sur la... En tout cas, qui est fort complet, que j'ai regardé je pense plus de 30 fois, à mon avis, pour y trouver à chaque fois un petit... Déjà, tu as la voix, l'ambiance, la musique... Mais je l'utilise de temps en temps... les multiples facettes. Je m'excuse auprès de Georges Combe, c'est que je l'utilise parfois pour m'endormir, je vous avoue. C'est un petit côté... Non, c'est vrai, c'est un petit côté onirique. Ça va te faire quelque chose. Mon Dieu, quelle histoire! Une histoire extraordinaire à l'origine d'un mythe moderne qui inspire les rêves et transforme les vies de ceux qui ont cherché à en percer le mystère. C'est le cas de le dire. Une histoire, oui, dont on ne sort pas indemne. Voilà, c'est ça.
La Donc, preuve. la preuve, c'est qu'on est là, tu vois, regarde. Alors, moi, je voulais terminer par le fait de savoir, mais pourquoi tout ça, effectivement? Pourquoi il faut mentionner que même les nazis, pendant la guerre, cherchaient quelque chose à Rennes-le-Château? On sait pas trop. On suppose que c'est le secret de l'Arche d'Alliance. Le secret de l'Arche d'Alliance, Avec Autoran. Mhm. avec Otto Rahn, exactement. Euh, Louis XIV, dans sa chambre, avait un tableau dont on parle, les bergers, dont on n'a pas parlé, qui Ah, les s'appelle Les bergers bergers. d'Arcadie, très très magnifique. Ça, c'est un super bon passage dans le bouquin. Ouais. Ouais, hein, t'as vu ça un petit Ah peu? oui, oui. Ah oui, oui. Bon, on détecte un petit peu, mais bon, ça c'est surprenant, hein. Mais moi, je me suis basé par rapport à ce qui existait, hein. T'as vu les antennes, c'est pas moi qui les ai inventées, hein. Moi, je parle de choses qui ont existé factuellement, hein. Je n'invente pas des lignes, hein. Je ne fais que prolonger les choses, hein. Donc, à la différence de beaucoup de gens qui mettent des lignes partout sans savoir, en cherchant à faire correspondre ceci avec cela, moi, j'ai juste pris des mesures et voilà, c'est tout, point barre. Euh, vraiment. Et on trouve des choses fantastiques rien que comme ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher des trucs et des machins. Bon, bref, tout ça pour dire, Et pourquoi donc? mais bon sang, mais c'est bien Mais, sûr. mais pourquoi donc tout cela? Et pourquoi donc tout ce truc? Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien Est-ce que sûr. est-ce que c'est pour nous faire perdre notre temps et ne Oui, pas, voilà. ou est-ce qu'il y a quand même vraiment quelque chose à creuser? De toute façon, Alors, oui. soit c'était pour vendre des bouquins au Voilà. XXIe siècle, soit il y a autre chose. Non, mais bon, tout ce qui est matériel, il y a eu un truc, il y a eu des trésors matériels dans les régions diverses et variées, on ne reviendra pas dessus. Mais bon, si c'était qu'un trésor matériel, ben, le mec qui a codé, il va pas coder l'endroit de sa tirelire. C'est stupide. Bon, le mec, si c'était que le secret de l'Arche d'Alliance, même si ça peut-être en fait partie, mais pourquoi est-ce qu'il l'utilise pas pour lui, plutôt que de le dire, plutôt que de le coder pour tout le monde? Donc, si tu veux, si c'est difficile de dire qu'il y a un trésor, c'est la cage d'un trésor. Ben, si tu sais où est la cage d'un trésor, tu y vas, tu prends, tu gardes pour toi. Tu vas pas le dire à tout le monde. Voilà, c'est tout. Donc, c'est autre chose. Donc, c'est autre chose. Alors, pour moi, la seule raison, la seule raison qui tient la route dans le temps, c'est la présence d'une lignée royale et possiblement christique. Voilà. D'une lignée royale, je pense, j'en suis presque certain. D'une lignée christique royale, je le pense, mais j'en suis pas certain, mais je le pense quand même. Cette lignée royale doit refaire surface à un moment donné. Ça, c'est ce que j'espère. Tu vois, il y a ce que je crois, ce que je sais, ce que j'espère. Il faut pas toujours mettre tout sur le même plan, même si quand tu l'écris, tu écris les choses les unes après les autres, mais il faut pas toujours les mettre sur le même plan. Et voilà, donc je suis sûr que c'est une lignée royale. Je pense que c'est une lignée royale christique. Et j'espère que cette lignée royale va refaire surface de mon vivant. Et parce qu'on vit des temps apocalyptiques hein, Oui, en oui, ce oui, moment, complètement, oui. se passe, on y est, hein, avec l'Antéchrist qui a plein pouvoir en ce moment. Hein, je veux dire, Qui a l'air d'être en France, visiblement. Non, je dirais pas plus loin. pas du petit monarque, mais bon, non, mais peu importe. Mais voilà, enfin, oui, voilà, bon, mais il est pas tout seul. Hein, je veux dire, c'est tout un système. Peut-être, mais je me disais moi-même que l'intelligence artificielle, si tu regardes, l'intelligence artificielle pourrait même être assimilée à Bien sûr. ça, puisque c'est un pouvoir, si tu veux, c'est une intelligence qui mime Ouais, ouais, l'intelligence voilà. humaine. Oui, c'est un Pour mime de l'instant, en tout l'intelligence, cas, oui, voilà, c'est ça. c'est un miroir de Mhm, l'intelligence humaine, mhm. mais sans la spiritualité. Il n'y a aucune spiritualité dans une Une machine. construction humaine, pour l'instant, en tout cas. On est Mais loin. c'est évident Voilà. que. Donc on ne sait pas. Donc, on va dire, pour faire simple, Ouais. ce sont des temps apocalyptiques, voilà. Et, et peut-être va-t-il y avoir, sans doute va-t-il y avoir, euh, Je pense que c'est peut-être ça qui, pas trop On rejoint les grandes prophéties, hein, ce grand monarque. ça Voilà.
pense que c'est ça qui intéresse tant de monde, j'ai l'impression, Rennes-le-Château et toute cette... Je pense que c'est ça l'âme de Rennes-le-Château. Je pense que c'est ça. C'est que Et je pense que c'est pour ça, si tu veux, excuse-moi de te couper, mais Non, c'est pas grave. merci. Je pense que c'est vraiment là le but du tarot. Et je pense que les gens qui ont commencé à faire le tarot, si on s'en réfère un peu aux origines, Philippe le Bel était un tyran qui a éliminé les Templiers, et son grand-père, je crois que c'était son grand-père, le Louis IX, Saint-Louis, euh, son aïeul toujours, lui, au contraire, était un roi qui a marqué la France. Il a donné des institutions, il a donné toute une direction à la France. On ne peut plus positive, hormis la croisade, bon, qui a en plus planté. Mais bon, ça, c'était l'époque qui voulait ça. Mais hormis cet épisode, on va dire, de croisée, en ce qui concerne la France, il a été quand même très, très positif. Et je pense que les Templiers pouvaient espérer euh, mieux d'une autre lignée, finalement, hein, que celle de Philippe le Bel. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont. Pour moi, c'était ça la base de la création du tarot, si tu veux. En disant cette lignée, il ne faut pas qu'elle soit dévoilée trop tôt. Elle va ressurgir. Ils en avaient la prémonition. C'était des gens qui connaissaient qui avaient la science de l'avenir, on va dire, et des choses que nous, on a perdues. Mais pour moi, les Templiers, les plus savants, hein, évidemment, avaient la connaissance de l'avenir. Peut-être même ont-ils rédigé les Centuries de Nostradamus. Mais je pense que ces gens-là avaient une intuition de se dire qu'il fallait protéger cette lignée, mais en même temps, il fallait qu'elle soit codée. Et il fallait qu'elle puisse apparaître, qu'elle, et je pense que le savoir des tarots d'aujourd'hui, s'il refait surface, justement, si cette histoire de Rennes-le-Château refait surface, et s'il y a des initiés qui veulent, parce qu'il y a des initiés qui veulent que cette histoire refasse surface, sinon il n'y aurait pas le pont romain, sinon il n'y aurait pas la ligne verte, sinon il n'y aurait pas le méridien de Paris, dont on parle Ou la aujourd'hui. reconstruction du pont romain. Voilà, donc si tu veux, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça soit sauvegardé. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et même encore aujourd'hui. Et voilà. Et donc, si tu veux, pour moi, ça prépare la venue de quelque chose. Ça prépare les esprits à la venue de quelqu'un ou de quelque chose qui, moi, me dépasse totalement. Hein. C'est-à-dire les grands initiés, généralement, ils sont humbles parce qu'ils ont compris que certaines forces nous dépassent. On n'est pas le maître des horloges, quoi Voilà. qu'on pense, et que c'est pas nous qui décidons, et que donc le temps fait son œuvre, mais c'est comme dirait la Bible, on connaît ni l'heure ni le jour. Et voilà. Donc je pense que certaines personnes sont au courant qu'il y a quelque chose, une généalogie ou je suis d'accord avec toi, ou une source d'énergie particulière, ou peut-être les deux. Peut-être qu'il Oui. faut associer les deux. Tout à fait, oui, l'Arche d'Alliance fait certainement partie de la chose, mais ça n'est qu'un élément. Voilà. Le secret de l'Arche d'Alliance, ça n'est qu'un élément, certainement. Pour l'Arche d'Alliance, consultez la Bible, hein, je veux dire, les écrits de la Bible, du Nouveau Testament, hein, euh, même non, pas du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, qu'est-ce que je raconte? C'est Moïse, c'est l'histoire de Moïse. Mais allez voir l'histoire de Moïse, c'est l'histoire de l'Arche d'Alliance. Et l'Arche d'Alliance, le mythe de l'Arche d'Alliance, il est très très présent encore aujourd'hui. Et aussi peut-être que les Templiers, s'ils avaient la notion justement du temps, Du Templier, c'est le cas de le dire. Hein. Ça veut dire que leur temps était compté et donc qu'il fallait qu'à un moment donné, ils laissent des indices pour quelque chose qui les dépassait. C'est ce que je pense. Et ensuite, d'autres. Parce que on pourrait dire aussi, d'un point de vue non initié, comment est-ce qu'on appelle ça encore un- enfin, un chercheur lambda, même pas un chercheur tout court, enfin, une personne qui ne s'intéresse même pas du tout à tout cela, et il y en a plusieurs, hein, c'est pas un problème. Il y a des gens qui ont d'autres chats à fouetter, entre guillemets, même si j'aime pas l'expression. C'est que ces Templiers, en tout cas ceux qui ont mis tout ça au point, on pourrait simplement se dire que ça s'adresse finalement qu'à l'initié, qu'à la personne qui sait lire, qui sait recevoir l'information, qui parle le même langage.
Or, ici, qu'est-ce qui se passe? Était-il préparé à l'époque à savoir qu'un jour, ça allait être mis tout ça en lumière et finalement qu'il y allait y avoir des centaines de chercheurs qui, comme vous, ici Jacques et Chris, allaient justement essayer de décoder tous ces langages finalement hermétiques et qui maintenant presque limite tout à chacun, enfin sont assez accessibles. Enfin, finalement, quelque part, si on fait un peu l'effort de chercher, c'est ce que je disais encore une fois, qui cherche trouve. Qui cherche trouve, alors on peut trouver tout et n'importe quoi, comme certains diraient. Moi, je dis que chaque trouvaille est importante à mettre dans un dossier. Comme une enquête, c'est exactement comme une enquête policière. Il n'y a rien à mettre de côté. Je pense que tous les éléments sont là pour... on vit une époque formidable, hein, c'est ce que je dis à chaque fois dans plusieurs émissions. On vit une époque formidable où, finalement, il y a vraiment, c'est le cas de le dire, cette frontière entre l'inconnu et notre avenir qui va, enfin, je sais pas, dépendre de nous-mêmes, encore une fois, quelque part. C'est notre réveil qui va faire que. Et Rennes le Château a ce message, justement, aussi. C'est un lieu de ralliement, en tout cas. Alors, pour Oui, mais répondre. Attends, moi, je c'est un peu Ouais. comme une nasse Ouais. qui attire toutes sortes de chercheurs, justement, et qui peut-être est là pour happer les personnes qui sont susceptibles de continuer la quête. Alors, je veux dire En que espérant que ce soit pas non plus un piège. Voilà. voilà. Alors justement, pour pas que ce soit un piège, il faut poser les bonnes questions. Si tu arrives à te poser les bonnes questions, c'est-à-dire les questions qui te viennent spontanément à l'esprit, et attendre, surtout, ne pas être pressé pour avoir c'est clair. une réponse. Le temps fait son œuvre. Il faut attendre que la réponse arrive. Ou je rajouterais même ceci, si tu as la bonne question et que tu es aligné avec ce que tu es, avec ce que tu fais et que tu as toute l'humilité pour être guidé à chercher, je pense que parfois la réponse peut arriver très très vite avec cette intuition justement. Moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est pour ça que je le dis, mais pas pour ça que c'est une vérité, mais de ne pas considérer ces réponses comme étant du pain béni, mais tout en étant quand même intéressante dans le sens que ça tout dépend de qui de qui ça émane. Si tu es une personne forcément noire à des dessins diaboliques et qui veut absolument avoir la mise en avant, encore une fois l'ego tel le diable dans dans la carte 15 du tarot, ça ne te sera pas donné comme ça. Je pense qu'il faut être Ça aligné. ne te sera pas donné du tout, oui. Oui, voilà, exactement. Oui, ou alors on va te mettre. Oh, mais Non, mais là, voilà. par contre, où ça peut être un piège C'est sûr. aussi, c'est que quand j'ai étudié de près ce qu'a laissé Pierre Plantard, attention, c'est un patchwork. Il y a des éléments d'autres régions, il y a d'autres lieux, probablement en Belgique, il y en a, Ah, mais il j'en y en suis a. sûr, oui. D'ailleurs, Voilà. je vais Donc, il d'ailleurs faut pas faire, hésiter sur Rennes le château. je vais d'ailleurs faire une vidéo bientôt sur un endroit. Je le tease, comme on dit en anglais, sur l'émission, sur les sentiers du Rail. Je prépare un documentaire. Enfin, voilà, que j'étais filmé sur place et voilà, c'est quelque chose que certains vont dire peut-être pas très important, mais voilà, il y a des similitudes quand même et donc voilà, je prépare tout ça sur la chaîne. Mais donc voilà, écoutez, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, on l'a compris. On a deux passionnés, messieurs, dames, avec nous. Merci Alexis. Ah, ça c'est fantastique de vous entendre. En fait, je pense que tu disais, Jacques, là tout à l'heure, enfin, je sais plus si c'était hors antenne, tu disais que, oui, hors antenne, que quand tu avais écrit ton premier ouvrage, Le Monde du Tarot, donc en 97, si je ne m'abuse, euh, les années faisant aussi leur travail sur notre âge, sur notre façon de penser, sur notre mentalité, etc., etc. Et en bien, hein, ma foi, en général, euh, c'est que je vais y arriver aussi. Tu vois, Jacques, je suis aussi long que toi. C'est que Bien sûr. je pense qu'il faut garder cet esprit euh, d'adolescent non, peut-être pas attardé, ou de cet enfant avec qui on a toujours cette espèce de... C'est ça qu'on ressent chez vous. Il y a ce côté totalement, non pas enfantin, péjoratif, tu sais, voilà, de débutant, mais ou de naïf,
mais justement, oui, une certaine naïveté pour justement trouver ces indices, ces éléments, et ne pas avoir peur, parce que je l'ai dit avec Jean-Patrick Pourtal, et je vais le redire cette fois-ci, en France, il n'est pas bon d'être chercheur ou de découvrir des choses, parce que vous avez toujours cette chape qui est mise sur la France, cette chasse aux sorcières qui finalement, quelque part, vous empêche d'être pleinement comme... je le sais, je le sais, c'est comme ça. Oui, oui. Malheureusement. Les gens sont trop cartésiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment. Mais Descartes n'était pas absolument pas cartésien. C'est même lui qui a quand même cité ça une fois pour toutes, je le dirai, mais qui a quand même dit que le siège de l'âme se trouvait dans la glande pinéale. Mon Dieu, c'est quand même lui qui l'a dit ça. Alors bon. Non, mais c'est vrai que les gens raisonnent de façon cartésienne, telle qu'on. Ah, vous n'êtes pas gâtés. Mais c'est vrai que les Templiers n'avaient pas ça. Voilà. Les Templiers n'avaient pas ça. Ils étaient peut-être belles finalement les Templiers. Non, je rigole. Ils étaient. Non, non, je rigole. non, mais ils faisaient ça par analogie. Ils sont allés au Moyen-Orient, ils ont rencontré c'était des gens qui avaient le pouvoir, j'allais dire, le pouvoir du rêve et de la méditation, de la méditation plus que le rêve. Mais ils avaient le pouvoir de la méditation, et sur une même carte, tu peux voir deux endroits différents. La carte 12, c'est ce que je dis, et tu peux voir à la fois le nord de Serres et le sud de Serres. Et tu vois deux choses différentes, et surtout, après, tu vas vérifier. Parce que c'est bien, tu suggères les choses avec les cartes du tarot, mais après, tu vérifies sur le terrain. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tout dépend encore du point de vue qu'on a finalement sur une situation ou sur un lieu ou sur justement sur toute cette affaire. Le point de vue qu'on a va être finalement bon à chaque fois. Tout dépend de quel point de vue tu le prends. Simplement, encore une fois, c'est pour ça que si vous pouviez tous vous réunir, mon Dieu, là, je suis encore une fois dans l'idéal, vous réunir et vous dire une fois pour toutes, voilà, moi j'ai ma vérité, t'as ta vérité, mais je ne vais pas critiquer ta vérité. On va faire en sorte qu'ensemble, on met tout ce grand puzzle tous ces éléments importants ensemble et qu'on arrive enfin à, non pas, peut-être pas à des conclusions, mais quelque chose de... Il faudra les vérifier sur place. Il faudrait prendre des pelles et des pioches, mais pour ça, il faut des autorisations. Et on ne les aura jamais. Mais... Sauf que Plantard a dit, voilà. Il ne faut pas, pour trouver, il ne faut pas une pelle et une pioche. Eh ben oui, mais enfin, si on avait une pelle et une pioche, on pourrait déjà aller chercher un petit peu plus loin. Et puis, c'est vrai aussi qu'il donne des éléments dans son livre qui laissent à penser qu'il connaissait Boudet. Et Boudet donne des éléments dans son livre qui laissent à penser qu'il en savait plus que ce qu'il y a dans les tarots. C'est sûr qu'il voilà. Boudet. Hein. Je pense que Boudet a vu quelque chose. S'il a fait la préface de son livre, c'est qu'il connaissait. Je pense que Boudet, il a vu quelque chose de très, très, très ancien, même avant la civilisation égyptienne. Je pense que ça l'a dépassé. En tout cas, c'est une histoire qui, comme je le dis, ne doit surtout pas rendre fou, mais encore une fois, on va nous citer, qui doit, ouais, mais qui, d'une certaine façon. Je trouve qu'elle fait partie quand même de l'humanité. Il y a certainement, en tout cas, un lien. D'une certaine façon, il faut une certaine folie quand même. Enfin, il faut déconnecter du monde réel. Hein, il faut déconnecter totalement du monde réel, absolument. Et justement, aller au bout de décembre 2006. Hein, on est allé pour la première fois en 2006, oui. 2006. On était tout seul dans Serres. Il n'y avait pas un chat. Oui, c'est vrai. On cavalait après le maire. Rappelle-toi. Oui. Oui, en 2006, oui, on n'était pas nombreux à aller à Serres. Oui, c'est un jeu de piste aussi, il faut le prendre comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Tu tires un fil et puis il y a tu tires un fil et puis il y a toute la flotte qui vient finalement. Et quand ça fait ça, ça veut dire que t'es bon. J'ai connu un petit jeu de piste à l'école. Ils avaient organisé ça dans les ruines à Villers-la-Ville et ça m'a vraiment bien plu. Et bon, c'était vraiment un jeu là totalement, mais c'est vraiment ça, c'est excitant en fait. C'est encore une fois, mais ce qui est formidable, c'est que dans le tarot, si tu veux, le fond correspond avec la forme. Voilà. Et ils ont réussi à faire correspondre le fond avec la forme. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais trouvé ça dans le regard. Une énigme comme ça, mais c'est une vie, quoi, je veux dire. Moi, j'ai passé ma vie comme ça et... Incroyable. En tout cas, c'est incroyable. J'espère, mon cher Jacques, que tu auras l'occasion de venir nous parler justement de ton fameux ouvrage et puis de toutes tes découvertes par rapport au tarot. Et tu es le bienvenu sur la chaîne pour venir nous parler de tout ça parce que voilà, on te sent passionné, et Chris aussi bien sûr. Et alors, quelle est votre actualité, mes chers amis, pour revenir un peu en 2023? Après,
Moi, donc, j'ai écrit un ouvrage sur euh, Claudia Procula, l'épouse de Ponce Pilate, hein, qui était amie. Oui, ça, c'est un personnage passionnant, hein, qui est méconnu, enfin, qui n'est pas, curieusement, qui est occulté par l'Église catholique romaine, alors qu'elle est célébrée dans les églises orthodoxes et orientales. Alors pourquoi? Alors qu'elle a tenté de sauver Jésus. Ouais. L'épouse de Ponce Pilate a envoyé un messager à son mari en plein procès public pour lui dire de sauver cet homme. Alors, dans les écrits apocryphes, on en apprend plus. En fait, elle fréquentait l'entourage d'Hérode Antipas et une certaine Marie-Madeleine aussi. Donc, il y a eu un possible lien entre elle et Marie-Madeleine. Et donc, c'est ce qui expliquerait que Claudia Procula, connaissant l'importance de Jésus, ait voulu le sauver. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui passionne beaucoup de personnes. Et puis après, qu'est-ce que j'ai ensuite continué avec Marie-Madeleine en tant que phénomène à Rennes-le-Château, puisqu'aujourd'hui, comme je te le disais, les gens viennent de plus en plus pour Marie-Madeleine et moins pour la Bessonnière. Donc, pourquoi aujourd'hui Rennes-le-Château est devenu un lieu de fixation du culte à Marie-Madeleine, un lieu moderne, hein, qui rayonne sur les plus anciens. Donc voilà. Et comment ce phénomène a émergé? Donc voilà, j'ai fait une conférence à Lugarache il y a 3 ans sur le sujet et ça avait intéressé beaucoup de gens. Alors moi, j'utilise toujours le conditionnel car je n'affirme pas. Voilà. Marie-Madeleine, oui. En fait, la Bessonnière a voulu faire de Rennes-le-Château un sanctuaire dédié à Marie-Madeleine. Ça, c'est sûr. Et de ce côté-là, il a réussi. C'est ça, d'accord, ok. Alors, également, tu animes enfin, tu as animé une chaîne, enfin, tu le fais encore, hein, je pense, Oui, la je Gazette de collabore avec Rennes-le-Château, justement. à la Tu Gazette de donnes des Rennes-le-Château, qui est interviews, notamment, et Georges Combe, hein, ça, je l'avais vu à l'époque aussi. la Gazette, c'est le site quand même numéro un pour ceux qui s'intéressent à l'affaire. Donc ça, je mettrai tout ça de Il y toute a pas de- façon en lien. Et donc, toi, Jacques, tu l'as dit, je pense, au début de l'interview, tu as réédité justement ce livre, donc écrit originellement en Oui, alors 97, voilà. Alors j'ai essayé de rééditer, ouais, Le Monde voilà, du j'ai Tarot, réédité voilà, ce c'est livre, ça. Le Monde du Tarot, et bah, j'attends un petit peu. Moi je suis pas quelqu'un, moi je suis un rêveur, hein, je pense que ça s'est vu un petit peu hein, tout au long de l'interview. Je suis un rêveur, je suis un peu pas mal déconnecté du monde du réel et un peu trop à mon goût même. J'aimerais bien être en prise avec le Un bon réel. équilibre, Et donc, voilà, il faut voilà. ah ouais, ça pour moi c'est va sur terrible les parce que sentiers du Ben là, voilà, réel. c'est ça. je le sens. Là, c'est le Voilà. vrai réel, voilà. Tu te trouveras. Et je voudrais qu'il y ait des gens qui m'aident à faire des conférences sur, soit sur le tarot, soit sur le symbolisme de l'arc de Roselyne. Et donc, bah, s'il y a des gens que ça intéresse, aussi bien pour faire des émissions de ceci ou de cela, d'une certaine façon, un petit peu comme toi, ou de façon différente, ou simplement d'intervenir quelque part, ou pour faire Où on des se études. sent écouté, Jacques, parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, j'ai besoin de Voilà. parler, j'ai besoin de ça, mais je suis incapable de faire la structure qui va bien avec. Ah mais non, mais il y a pas de problème, il y a pas de souci. Et je t'en remercie. C'est pourquoi je t'en remercie. Mais alors, je suis heureux, très, très heureux de pouvoir te remercier parce que là, tu me donnes vraiment Ah, ce pourquoi je me ah sens bah fait, quoi. écoute. Donc, je te remercie Je énormément. remercie Jacques et d'ailleurs j'en perds mon micro. Je t'en remercie beaucoup aussi. Non, 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 regarde. Non, non, je te remercie aussi. Je vous remercie d'ailleurs tous les deux et même Jean-Luc dans l'ombre parce que vous m'avez apporté aussi beaucoup de bonheur à vous écouter. Je pense que les auditeurs auront ressenti cette passion et puis voilà, cet engouement à partager votre savoir, vos connaissances, vos recherches, mon Dieu, qui, encore une fois, ne se font pas en 7 jours. Et il faut être patient, comme tu dis, Jacques. Et je pense que, voilà, finalement,
Je pense que ça nous donne cette petite mission de vie, peut-être. Alors peut-être pas avec le château uniquement, bien entendu. Chacun ira là où il voudra. Mais je pense que Rennes le château, voilà, c'est quelque chose qui nous réunit tous. Et j'espère un jour, pourquoi pas, venir dans la région. Mon Dieu, ça c'est quand même quelque chose que j'ai envie de faire avant. Écoute, à Rennes-les-Bains, il y a un bon restaurateur belge. Ah ben écoute, voilà. Oui. Ben, j'irai peut-être pas chez lui, je préfère quand même manger local. Hein. Oh, il était Mais, drôle. Non, non, c'est très bon. Non, non, c'est très bon. c'est sa femme qui fait la cuisine et elle fait du Bon, local. d'accord. Elle fait... très bon. D'accord. Bon, écoute, d'accord. Alors, là, je veux bien. Parce que Du local. c'est pas intéressant d'aller manger belge. Hein. Je veux dire, c'est pas. Ça, Non, non, mais non, je suppose qu'il ne va quand même pas s'installer en tant que restaurateur belge. Pourquoi pas, note bien. Hein, ça, je sais bien que c'est apprécié par les Français, mais voilà. Ben écoutez, comment Chris? L'aventure continue. Oui, mais en tout cas, je vous remercie tous les deux de m'avoir confié du temps pour donner cette interview. Voilà, enfin, on y est, on a tourné cette émission. Non pas que Il y aurait tellement de choses. voilà, c'est exactement ça. De toute façon, là, on était en mode discussion et c'est ça que je préfère dans ce genre d'émission où on a justement pas de limite dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on veut dire, et voilà. Donc le but ici étant encore une fois de donner, justement l'occasion, pourquoi pas de vous plonger dans la lecture de l'Arc de Roseline, hein, donc Alors, par Chris c'est Darkis. disponible sur Amazon, hein, il faut Comment? le dire. Pardon, excuse-moi. Et c'est disponible sur Amazon. Oui, Parce qu'on l'a fait publier chez Amazon. Parce que pour nous, c'était le plus facile. donc il est disponible sur Amazon. D'accord. De toute façon, je mettrai le lien, il n'y a pas de souci. Et comme Et il est tout en couleur. et tout et surtout, oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'allais dire justement. En 2023, ça peut paraître un peu spécial de dire que il y a de la couleur dans les livres, mais croyez-moi que beaucoup d'auteurs ne le font pas, peut-être par économie. Ça nous diminue nos marges, c'est sûr. Mais par-delà ce petit inconvénient, on va dire, bon, on s'en Et c'est fiche un petit très peu. important aussi de ça, c'est moi qui le. Mais il y a besoin de la couleur. Il y a besoin de la couleur, pour- mais couleur que tu as changé toi dans le tarot parce que apparemment il y a des droits d'auteur sur certaines éditions, ce que je trouve un petit peu débile pour quelque chose, un art qui a été créé il y a plus de, il y a presque, il y a plus de. Alors, les cartes, c'est moi qui les ai dessinées. Oui, oui, mais justement pour éviter apparemment. De toute façon, voilà, pour éviter tous les problèmes C'est d'auteur. fou. Donc, j'ai pris tous les symbolismes que j'ai trouvés. J'ai rien inventé, hein, au Non, niveau non, d'accord, mais symbolisme. c'est quand même fou qu'il faille en 2023. Ah oui, non, mais il y a des gens. Alors oui, si vous voulez reprendre mes cartes pour faire ceci ou pour faire cela, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche, hein, mais elles m'appartiennent, mais elles m'appartiennent pas en Mais non, mais ça réalité. appartient Je m'en justement fiche. à plus personne. Ça c'est. Elles sont pas très 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 belles. Juste un petit mot sur ces cartes. Je les ai faites à partir du logiciel Paint, tu Oui, je sais. vois. Donc c'est vraiment pas un logiciel très performant. Mais bon, ça donne pas de mauvais résultats. On voit les choses clairement, nettement. C'est à visée C'est pédagogique, hein, ça, plus exactement. qu'artistique. Et Oui, oui, oui. ça correspond. Bon, moi, j'ai atteint mon but, hein, tout simplement. Mais je pensais pas faire mieux, de toute C'est façon. pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin. C'est parce que je voudrais aussi quand même citer que c'est un livre d'études pour ma part. C'est un livre où on pourrait. Voilà. Oui, oui, c'est vraiment un livre à mettre dans des archives parce que ça servira peut-être plus tard à qui sait quelqu'un. Voilà, Non, mais j'espère que d'autres partiront de cette base Oui, pour faire autre chose. il a Moi, eu j'espère. franchement, on a été étonnés dès le départ, dès 2016, de l'accueil. Hein. Franchement, on a eu de très bons commentaires. On a même fait le salon du livre à Paris Et à Monaco. et à Monaco. eh ben, en tout cas, félicitations pour ce bouquin, et là pour le coup cette réédition 2023, édition revue et augmentée, parce que de toute façon, moi je dis voilà, c'est ça la vraie recherche, c'est pouvoir se remettre en question et pouvoir revenir sur des écrits peut-être qu'on a, voilà, sur lesquels on est peut-être plus d'accord actuellement, puisque de toute façon la recherche, elle est évolutive, elle vit chaque jour qu'on vit aussi. Et donc voilà, moi je vous souhaite encore en tout cas surtout de bonnes recherches si vous continuez là-dedans, en tout cas comme tu dis Jacques, il n'y aura peut-être pas de tome 2 mais peu importe. Le principal c'est étant de rester actif et de continuer quand même sa passion librement tant qu'on peut. Et voilà, donc Maintenant, je voudrais être plus vulgarisateur que chercheur, en réalité, je te dirais franchement, parce que là, tu vois, j'avais 22 ans
Ça fait 40, ça fait plus de 45 ans C'est parfois pompeux, je sais, chercheur, c'est parfois pompeux, mais bon, voilà, il faut se targuer aussi de se Ah, dire que alors, pourquoi pas. les chercheurs, Il y a des chercheurs qui se proclament chercheurs qui ne le sont 45 pas, ans, donc voilà. Voilà. depuis 45 ans que je cherche. Trouver. Là, c'est bon. Ou un trouveur, voilà. Un trouve, c'est plus important, comme dirait, je ne sais plus quel, euh, Des gens qui cherchent, Ouais, on en trouve, mais des gens qui trouvent, on en cherche. voilà. c'était De Gaulle, je pense, qui disait ça, oui, voilà. C'est ça. Voilà. Ben, en tout cas, grand merci à vous deux et j'espère que ça a plu aux auditeurs. Je mettrai de toute façon tous les liens, chers auditeurs, comme vous le savez, en description. Vous aurez tout ça. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez, faites des petits dons si vous voulez que cette chaîne subsiste aussi, c'est important. Et bon, on se retrouve de toute façon pour une nouvelle vidéo, nouvelle émission, une nouvelle thématique la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et bonne fin d'année. Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir.